commencer, c'est le deuxième volet de notre Lupinade, puisque la semaine dernière, nous avions Cédric Lanouche qui nous a parlé, lui aussi, d'Arsène Lupin, mais dans la perspective d'une espèce de filiation avec les super-héros de comics. Donc ça, c'était la semaine dernière. Un petit mot rapide des prochaines séances, puisque nous allons, à grand regret, bien sûr, quitter Arsène Lupin. Le 6 mars, ce sera Jacques Mégauzy, qui est spécialiste de littérature populaire et qui est en outre président de l'Association internationale de chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, la LPCM, qui est basée à Limoges, qui viendra pour une séance qu'il a, disons, conçue comme une sorte de bilan critique des 25 dernières années en recherche autour des fictions de grande consommation, pas seulement la littérature donc, qui sera une sorte de regard jeté en arrière à la fois sur son propre travail, entre autres, et puis sur la recherche plus générale sur ce sujet, avec pour fil conducteur un examen des hiérarchies canoniques qui oscillent entre obsolescence et rémanence en régime médiatique. Et puis le 13 mars, une séance un peu atypique que, en ce qui me concerne, j'attends avec impatience. Nous aurons le plaisir de recevoir le duo de youtubeurs Un Drop dans la Mare, dont le but est de parler sérieusement du jeu vidéo sur YouTube. Et lors de cette séance, qui sera conçue comme une grande discussion en interaction avec les auditeurs, nous pourrons nous pencher aussi bien sur le contenu de leurs analyses vidéoludiques que sur le sens de leur démarche, pourquoi parler sérieusement du jeu vidéo, pourquoi sur YouTube, etc. Et j'ajoute que cette séance sera en collaboration avec un autre séminaire d'élèves de l'école, le séminaire In-Game, qui est consacré aux jeux vidéo sous l'angle cette fois du game design. Et nous accueillerons pour co-animer la discussion avec moi Guillaume Grandjean, qui est l'organisateur de ce séminaire. Et donc nous en revenons à Lupin pour aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Conrad d'être venu pour nous parler du gentleman comme voyons-l'heure. Vous êtes professeur ici à l'école, spécialiste de littérature du 19e et notamment de la poétique des cycles romanesques. Et donc dans cette deuxième séance consacrée à Arsène Lupin, nous allons parler plutôt de l'articulation entre sérialité et histoire, si j'ai bien compris. Et donc merci, et puis je vous laisse la parole. Très bien, j'ai combien de temps? Eh bien, on va dire 1h30 à peu près, pour laisser un peu de place à la discussion. D'accord. Bien, alors aujourd'hui je voudrais parler de l'articulation entre sérialité et histoire, effectivement, comme le titre l'indique, de manière assez transparente. Pour revenir d'abord sur la notion assez centrale dans l'analyse des littératures populaires, mais également maintenant dans un certain nombre d'autres domaines de série. La notion de série est en effet assez décisive. Notamment en paralittérature où elle sert à définir, à caractériser des modes de production des récits populaires, mais aussi en dehors de la littérature populaire, des recherches sur la paralittérature, où la série est devenue, avec notamment, en relation avec la notion de cycle, on le verra tout à l'heure, un champ de recherche finalement assez étudié. Or, la notion de série, qui paraît tomber sous le sens à première vue, présente en fait quelques difficultés et n'est finalement peut-être pas si évidente, quoiqu'elle soit définie de manière assez convergente par plusieurs auteurs. Donc on essaiera de redéfinir, ou peut-être pas de redéfinir, mais en tout cas d'examiner la notion de série. Cet examen de la notion de série, je voudrais le faire à propos d'Arsène Lupin, qui est un cas assez particulier, puisque c'est à la fois un cas paradigmatique de la série, et en même temps c'est un cas assez problématique, d'une part parce que il est historiquement emblématique des littératures sérielles, parce qu'il fait partie des premiers récits qui se construisent de manière sérielle. Et puis d'autre part, il est incomplètement sériel, et de ce point de vue-là, évidemment, cela pose problème. Donc, le problème fondamental autour duquel je parlerai aujourd'hui, c'est le fait que la série est définie par son effacement de la temporalité, mais d'autre part, Lupin, alors qu'il est emblématique de cette abolition sérielle du temps, est à d'autres points de vue profondément lié au temps, et c'est donc cette articulation-là que j'aimerais étudier. Donc,
Ma présentation va tourner autour de deux points, l'un d'ordre général, l'autre d'ordre plus particulier, et qui ne sont pas forcément complètement subordonnés l'un à l'autre. D'un côté, un examen général de la notion de série en général, donc comme notion qui permet de caractériser un certain nombre d'ensembles narratifs, et puis d'autre part, le cas particulier d'Arsène Lupin, dans non seulement sa forme narrative, mais aussi évidemment ses enjeux thématiques et sémantiques. Alors pour cela, je commencerai par présenter en quoi Arsène Lupin est une série, puisque c'est pas forcément évident. En quoi Arsène Lupin est une série, avant de montrer les tensions, les problèmes qui se posent sur cette assignation de la catégorie de série à Arsène Lupin. Avant de montrer que ces difficultés mènent à une interrogation de la part de Maurice Leblanc sur les rapports entre son héros et l'histoire de France, et l'histoire en général. Voilà, alors premier temps, le fait que Lupin puisse être considéré comme un personnage sériel, hein, et que les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin puissent être considérées comme un ensemble sériel. Alors que faut-il entendre au juste par sérialité, et en quoi peut-on dire que les récits de Leblanc forment une série? Alors peut-être que d'ailleurs c'est une question qui a déjà été agitée dans ce séminaire, j'imagine, la notion de sérialité. Aborder un petit peu. On verra bien. Mais sans forcément la prendre. Vous me ferez passer si je rabote. Donc la série, c'est d'abord quelque chose qui est conçu comme de l'ordre de la répétition et de manière secondaire de la variation. Variation parce qu'il y a répétition. Le terme série indique d'abord que les récits se relient sur le mode de la ressemblance, de la répétition. Et en ce sens le plus pur, en quelque sorte, du mot série, la série la plus emblématique, ce serait peut-être, le type de série le plus emblématique, ce serait peut-être les collections. C'est-à-dire celles qui, précisément, proposent des récits qui ne sont pas forcément reliés par des personnages communs, mais qui présentent, d'ouvrage en ouvrage publié dans la même collection, une dépendance à l'égard d'une norme narrative, stylistique, générique surtout, qui les détermine largement. Hein. Donc ce serait l'exemple, disons, série noire. Et la série, bien sûr, dans ces cas-là, est toujours marquée avec insistance par le paratexte. Soit le titre de collection, soit le titre de la série, dans le cas des Arsène Lupin, hein, les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, qui est répété dans le paratexte. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de le voir dans les images suivantes. Indépendamment même donc de la question du personnage reparaissant, du personnage sériel, la notion de série a une portée plus générale, plus vaste et plus floue aussi, qui consiste à considérer qu'il y a une production sérielle, production en série qui joue à tous les niveaux, du style à l'intrigue. Et notamment, il y a eu des analyses bien sûr bien connues sur le rôle du cliché, par exemple, dans cette littérature sérielle. Donc c'est une production sérielle et c'est aussi une lecture sérielle, dépendante de pactes de lecture très spécifiques et qui reposent donc essentiellement sur des attentes très spécifiques par rapport auxquelles le récit va être évalué par le lecteur. Donc le modèle dans ce sens de la série, le noyau définitoire de la notion de série, c'est l'idée de paradigme. C'est un paradigme, un modèle qu'on va répéter, qu'on va décliner d'épisode en épisode ou d'ouvrage en ouvrage. Donc c'est la série comme, disons, ensemble paradigmatique plutôt que syntagmatique. Les épisodes ne se suivent pas forcément, ils s'empilent en quelque sorte les uns sur les autres, et ils sont susceptibles de se remplacer les uns les autres, de valoir les uns pour les autres. Au fond, lire un exemplaire de la série noire, mettons, c'est pareil que lire un autre exemplaire de la série noire à un certain niveau. Et de la même manière, à un certain niveau, lire un Arsène Lupin, c'est la même chose qu'en lire un autre. C'est simplement une variation sur un modèle déjà présent. Donc cette définition-là, vous voyez qu'elle est déjà employée par Jacques Dubois et par Hugo Dionne dans deux ouvrages, l'un assez ancien et l'autre plus récent. Donc la série comme paradigme réalisé avec des variations bien sûr qui vont justifier le fait que ce paradigme se reproduit dans plusieurs volumes.
Umberto Eco parle aussi de combinatoire narrative. C'est le même principe d'une sélection paradigmatique. Dans le cas d'Arsène Lupin, on peut repérer des éléments paradigmatiques de ce genre-là, c'est-à-dire la lutte d'Arsène Lupin contre un autre criminel, moins honorable que lui en général, face à l'incompétence de la police, avec et pour une femme aimée, avec qui il va, disons, collaborer, ou pour qui il va travailler. Avec bien sûr des éléments supplémentaires de caractérisation du personnage, qui sont eux aussi sériels, c'est-à-dire par exemple la raillerie de Lupin, ou le goût de Lupin pour les déguisements. Mais ça, c'est une définition de la série qui est encore extrêmement générale et qui finalement ne correspond pas à la série telle que nous la percevons lorsque nous percevons un ensemble comme les Arsène Lupin, précisément parce que dans le cas des Arsène Lupin, on parlera de série lorsque ce principe de répétition paradigmatique est, pour ainsi dire, injecté dans le niveau diégétique. Il n'est pas seulement sur le plan de l'écriture ou sur le plan des formes narratives, mais il est également, en quelque sorte, glissé dans le niveau diégétique, c'est-à-dire dans le personnage lui-même. Ce n'est plus seulement une forme qui se répète de volume en volume en étant variée, mais c'est un personnage de la fiction qui se répète. Et il y a quand même là un glissement de sens sur le mot série, puisque les aventures de Lupin ne sont pas seulement les déclinaisons d'un modèle unique d'intrigue policière, mais elles sont aussi la récurrence, au niveau de la fiction, d'un personnage qui réitère ses prouesses et qui survit d'un récit à l'autre. Il y a donc pas seulement la promesse d'une ressemblance stylistique, narrative, thématique, mais une promesse plus précise et plus immersive de retrouvailles avec un personnage individualisé au niveau de la fiction. On n'a donc pas seulement un rapport générique ou intertextuel entre les romans, mais un rapport fictionnel, ou plus exactement, pour reprendre les termes de Richard Saint-Gelais, transfictionnel. Reconnaître Arsène Lupin d'épisode en épisode, ce n'est pas seulement retrouver un type de récit, un paradigme de récit, c'est aussi suivre un personnage. Alors évidemment, cet ajout-là va déterminer une dimension plus chronologique dans la mise en relation des différents opus. C'est-à-dire que les différents opus vont pouvoir être reliés par le temps vécu du personnage. Et c'est là que les choses se compliquent, puisque la poétique de la répétition sérielle va imposer à ce personnage des contraintes spécifiques. Ça, c'est les images des couvertures pour montrer que le paratexte souligne la répétition paradigmatique. Je pense que ce n'est pas une grande nouveauté pour vous. La poétique de la répétition sérielle impose donc des contraintes très spécifiques, puisque pour qu'il y ait répétition du même modèle d'épisode en épisode, il faut que le personnage et son monde n'évoluent pas. C'est-à-dire que le temps soit, pour ainsi dire, suspendu. C'est ce que Daniel Aranda a appelé le retour sériel, par opposition à ce qu'il appelle le retour chronologique, qui suit le cours du temps, ou le retour dyschronique, qui remonte dans le passé d'un épisode au suivant. C'est le modèle du prequel. Daniel Aranda donc parle de retour sériel pour désigner un retour de personnage sans qu'on puisse situer les épisodes chronologiquement les uns par rapport aux autres. Les épisodes sont placés dans une temporalité neutre, en quelque sorte, dans une temporalité abstraite. On se doute que les récits se passent l'un après l'autre, dans la mesure où le personnage ne peut pas faire deux choses à la fois, mais ils ne sont pas situés objectivement, chronologiquement, l'un par rapport à l'autre. Et il propose de voir dans la nouvelle La Perle Noire, qui est dans le premier recueil de Leblanc, Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, le premier cas de retour sériel dans la littérature française. Il souligne que le statut de La Perle Noire est remarquable. Maurice Leblanc s'affranchit ici d'une puissante tradition qui veut qu'un cycle romanesque organise en un tout cohérent, chronologie et lieux compatibles, interférences et rappels entre histoires, les diverses prestations des personnages qui circulent dans le cycle. Il se pourrait bien que La Perle Noire constitue le premier cas d'une perfection normative irréprochable d'un récit de type sériel dans la littérature française. Il y a une petite nuance à apporter que Daniel Aranda apporte. Ou plus exactement, 1906 serait la date d'un retour du roman français à la poétique du retour sériel, car un romancier avait déjà expérimenté cette formule, mais il l'avait fait il y a si longtemps et dans un esprit si différent que le procédé de Leblanc vaut invention. Il faut en effet remonter jusqu'à Chrétien de Troyes pour trouver des récits
qui propose des personnages récurrents dont les prestations sont parfaitement indépendantes les unes des autres. Donc il y a quand même une véritable nouveauté de cette forme qui repose sur la neutralisation du temps. Cette neutralisation du temps permet que le même récit, en quelque sorte, revienne paradigmatiquement d'épisode en épisode. Elle permet aussi que la série soit virtuellement interminable, puisqu'on peut toujours ajouter un nouvel épisode sans que le héros meure, sans que le héros vieillisse, etc. Évidemment, Arsène Lupin, de ce point de vue-là, est un assez bon exemple. On verra peut-être quelques exemples tout à l'heure. Anne Besson a repris cette notion de retour sériel pour en faire la pierre angulaire de son opposition entre cycle et série, qu'elle propose sous la forme d'une opposition binaire entre deux pôles, entre lesquels bien sûr il y a des intermédiaires, que j'ai résumé sous la forme d'un tableau. Donc, opposition entre cycle et série, qui correspond à une opposition entre d'un côté des ensembles romanesques qui visent la totalité, la continuité, qui mettent l'accent sur l'ensemble formé par les différents épisodes plutôt que sur les épisodes eux-mêmes, qui répond à une ambition de totalisation, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, les séries, qui sont des ensembles où les épisodes sont plus importants que l'ensemble, dans le sens où chaque épisode vaut pour l'ensemble, et en quelque sorte peut tenir lieu de n'importe quel autre épisode de la série. La série est donc serait donc en ce sens caractérisée par l'indépendance, la discontinuité des récits, et elle correspondrait à une ambition de réitération. On répète toujours la même histoire. Donc elle oppose d'un côté un retour évolutif, qui montre un monde en transformation, qui est celui du cycle, et un retour répétitif, qui est celui de la série, qui montre des intrigues analogues dans un monde inaltérable. Donc, de ce point de vue-là, Anne Besson infléchit un peu la notion proposée par Daniel Aranda, puisqu'elle n'exige pas une totale neutralisation du temps, mais simplement une relative inefficacité du temps au sein du monde sériel. Le monde de la série, certes, peut avoir des indications temporelles, mais il n'a pas de véritable transformation. Le monde est au fond inaltérable, il est au fond toujours identique à lui-même, malgré les petites différences ou les petites évolutions chronologiques qui peuvent y prendre place. Donc la chronologie sérielle est une fausse temporalité, un temps superficiel qui passe sans rien changer, sans rien modifier, et donc en permettant le renouvellement indéfini des mêmes intrigues. Et de ce point de vue, évidemment, les Arsène Lupin relèveraient assez bien de la série, et même de la série à fin fermée, c'est-à-dire de ces séries où l'intrigue se referme sur elle-même pour proposer un univers de fiction immuable de volume en volume. De ce point de vue-là, il faut préciser que Daniel Coignas a proposé récemment un article dans Belphégor sur justement Arsène Lupin comme série. Et il utilise précisément cette opposition entre cycle et série pour montrer comment se fait la mise en place de la série dans Arsène Lupin. Au-delà de l'exemple extrême de La Perle Noire, donc, dont aucune date ne nous permet de situer l'intrigue, les Arsène Lupin sont tissés d'allusions à des épisodes précédents, certes, mais ces allusions aux épisodes précédents permettent d'établir une chronologie relative des épisodes qui n'a aucun impact sur la transformation du monde fictionnel. J'en ai donné un exemple ici au début de La Demoiselle aux yeux verts, où Miss Wakefield, dans un compartiment de train, remarque que le jeune homme qui s'est présenté à elle comme Raoul de Limésie porte probablement un faux nom et donc démasque en fait Raoul de Limésie en voyant que les initiales de son chapeau sont un H et un V qui rappellent Horace Velmont. Raoul de Limésie répond « Et qui est cet Horace Velmont ?» Horace Velmont est un des nombreux pseudonymes sous lesquels se cache Arsène Lupin. Raoul éclata de rire, mais Raoul est Arsène Lupin, bien sûr. Raoul éclata de rire. « Je serais donc Arsène Lupin ?» Elle protesta. « Quelle idée! Je vous raconte seulement le souvenir que les initiales de votre chapeau évoquent en moi tout à fait stupidement. Et je me dis tout aussi stupidement que votre joli nom de Raoul de Limésie ressemble beaucoup à un certain nom de Raoul d'Andrézy qu'Arsène Lupin a porté également. » Alors on a là un de ces passages où Maurice Leblanc montre bien qu'il y a des liens en fait entre ces différents récits.
la demoiselle aux yeux verts, manifestement, se place après les épisodes où Lupin a utilisé les pseudonymes d'Horace Velmont et de Raoul d'Andrézy. Donc après, notamment, les intrigues des confidences d'Arsène Lupin et d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, et de la comtesse de Cagliostro. Mais on voit bien que... ces personnages, ces allusions à ces pseudonymes sont en fait complètement superficielles. C'est-à-dire qu'au fond, peu importe le pseudonyme qui est cité ici, l'important est simplement de montrer que ce personnage a des pseudonymes et qu'il est démasqué comme étant Arsène Lupin. Au fond, peu importe par quel pseudonyme il est reconnaissable. Donc, peu importe où il se situe dans la chronologie, l'important est qu'il se situe dans l'ensemble sériel où il pourrait prendre n'importe quelle place. Donc cette chronologie n'est pas décisive en fait, dans la mesure où elle n'apporte pas de transformation. De même, Lupin ne vieillit pas, malgré de fausses fins apportées à la série assez régulièrement, et Maurice Leblanc semble régulièrement proposer des fins à la série des Arsène Lupin, et en fait ces fins évidemment sont toujours des possibilités de renouvellement. Il y en a de nombreuses. L'Aiguille creuse, par exemple, propose un premier dénouement avec une défaite de Lupin, qui se trouve privé de sa forteresse imprenable et du centre de ses opérations. Donc, d'une certaine manière, il est détruit en tant qu'Arsène Lupin à la fin de l'Aiguille creuse. Mais en même temps, la femme qu'il aime est également tuée, si bien que on sent que sa retraite ne va pas être possible alors qu'il l'avait prévu, et qu'il va donc sans doute reprendre du service. Et très souvent, bien sûr, les fins sont aussi des relances de la part de l'auteur. C'est le cas dans 813, qui propose un faux suicide d'Arsène Lupin, puis sa résurrection quand même dans l'épilogue. C'est le cas ici des Dents du Tigre, qui montre Arsène Lupin à la retraite, sous l'identité de Don Luis Perena, en train de cultiver son jardin. Donc un Arsène Lupin particulièrement pacifié, paisible, qui pourrait bien finir en coulant des jours heureux dans sa propriété de Saint-Maclou. Le dimanche, on s'y rend en partie de plaisir, dans l'espérance de voir à travers la haie de sureau ou de rencontrer sur la place du village celui qui fut Arsène Lupin. Donc là, on est dans un texte apparemment extrêmement conclusif qui indique la manière dont Arsène Lupin n'est plus Arsène Lupin maintenant. Il est là, la figure toujours jeune, l'allure d'un adolescent. Et vous voyez comment déjà il y a une tension, bien sûr, entre d'un côté quelque chose qui dit que Arsène Lupin n'est plus Arsène Lupin, et donc on atteint la fin, le bouclage temporel de ses aventures, et en même temps, le fait qu'il soit toujours jeune prépare bien sûr la possibilité d'une réouverture. En dehors de cela, en dehors de ces vieux livres de morale et de philosophie qu'il a retrouvés avec tant de plaisir, il cultive son jardin. Ses fleurs le passionnent, il en est fier. En juillet et en août, les 2/3 de son jardin, toutes les plates-bandes de son potager en sont remplies. Superbes plantes ornementales, dressées comme des hampes de drapeaux, elles portent orgueilleusement des épis entrecroisés aux couleurs bleues, violettes, mauves, roses, blanches, et justifient le nom qu'il a donné à son domaine, le Clos des Lupins. Toutes les variétés du lupin s'y trouvent, le lupin de Cruikshanks, je ne m'y attendais pas, le lupin bigarré, le lupin odorant, et le dernier paru, le lupin de Lupin. C'est donc un aveu, pourquoi pas? N'a-t-il pas dit dans une récente interview « Je l'ai beaucoup connu, ce n'était pas un méchant homme », etc. Et comme on lui faisait remarquer, vous parlez de lui au passé, le cycle de ses aventures est donc terminé selon vous? Nullement. L'aventure, c'est la vie même d'Arsène Lupin. Tant qu'il vivra, il sera le centre et le point d'aboutissement de 1001 aventures, etc. Bon, on voit bien comment là, la fin du volume joue avec la possibilité d'une fin du cycle, de la fermeture de ce cercle, et en même temps, bien sûr, promet d'emblée le renouvellement des aventures. Rien ici de très surprenant. On a tout à fait une intégration dans un ensemble achronique, atemporel, où la série, même quand elle mime, comme le dit Anne Besson, la chronologie, est fondamentalement en fait achronique. On a une imitation de temps, mais en réalité ce temps est totalement vide, disons, de ce que le temps normalement apporte, c'est-à-dire les changements, les modifications, les effets, la causalité. Cette neutralisation n'est pas sans importance, puisque elle a un effet sur le personnage. Umberto Eco l'avait repéré depuis longtemps, cette neutralisation du temps entre les volumes se répercute au niveau de la fiction sur le personnage lui-même. Il y a une corrélation entre d'un côté
le mode de liaison intervolumique des récits de la série et la caractérisation du personnage lui-même. Umberto Eco, à partir du cas de Superman, avait relié de manière très convaincante, d'un côté, la dimension sociologique de la littérature populaire dans laquelle paraît Superman, et de l'autre côté, cet aspect thématique et narratologique. Je cite cette analyse qui est tout à fait frappante. Superman doit rester inaltérable tout en se consumant selon les modes de l'existence quotidienne. Il a les caractéristiques du mythe intemporel, mais n'est accepté que s'il opère dans le monde quotidien et humain de la temporalité. Ce paradoxe exige une solution paradoxale dans l'ordre de la temporalité, à savoir une histoire sans altération du héros. C'est pourquoi Superman ébranle toute conception du temps, il brise sa structure même. Le temps qui est mis en crise est le temps du récit, c'est-à-dire la notion de temps reliant un récit à l'autre. Ces aventures se déroulent en une sorte de climat onirique que le lecteur ne saisit absolument pas, où il est extrêmement difficile de distinguer ce qui est arrivé avant de ce qui est arrivé après. C'est exactement la définition de la série telle qu'on vient de la faire. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Umberto Eco, c'est qu'il lie la forme sérielle avec des impératifs sociopoétiques, c'est-à-dire la nécessité de proposer un mythe au lecteur, et un élément thématique qui est le fait qu'on est dans une histoire de surhomme. Le surhomme doit échapper au temps, et c'est pour ça qu'on a une série. Et finalement, dans le cas d'Arsène Lupin, on a quelque chose qui est tout à fait comparable. C'est-à-dire un lien avec le temps qui est tout à fait du même ordre, c'est-à-dire de l'articulation entre, d'un côté, la surhumanité de Lupin, qui ne vieillit pas, ne meurt pas, échappe à toutes les embûches, est insaisissable, pas tout à fait invincible, mais en tout cas insaisissable, qui ne cesse de renaître, y compris d'ailleurs au début contre la volonté de son créateur, et d'autre part, donc cet aspect sériel du personnage. On a donc des aventures qui se déroulent dans un éternel présent, qui sont organisées donc par cette double caractérisation de la série. D'un côté, la répétition d'un même modèle, et de l'autre côté, la soustraction hors du domaine de la temporalité, ce qui va avec cet éternel présent de l'actualité d'Arsène Lupin et ce thème de la surhumanité. Deux remarques s'imposent une fois qu'on a caractérisé Arsène Lupin comme série, comme je viens de le faire. Première remarque, c'est le fait que deux définitions de la série se croisent, se recouvrent, se superposent partiellement. D'une part, la série comme déclinaison paradigmatique, donc des variations sur un invariant, et puis d'autre part, la définition de la série comme héros soustrait au temps. Or, ces deux définitions ne se recouvrent pas totalement, malgré les corrélations que je viens d'indiquer entre les deux aspects. Je vous ai indiqué un premier cas où ça ne se superpose pas complètement, c'est le cas des collections, qui sont typiquement des répétitions paradigmatiques d'un même modèle, mais sans personnage reparaissant précisément, donc sans cette question de la neutralisation du temps. La question de la temporalité ne se pose pas du tout. Inversement, on peut très bien avoir neutralisation du temps, détemporalisation, disons, ou achronie, sans qu'on ait tout à fait répétition d'un même modèle. Finalement, le cas de Chrétien de Troyes, par exemple, est peut-être de ce point de vue-là assez caractéristique. Donc ça, c'est la première remarque, c'est le fait que la définition de la série elle-même est prise entre ces deux éléments, et cela laisse un peu de jeu qu'on va pouvoir examiner. D'autre part, et je pense que c'est quelque chose que vous avez remarqué au fur et à mesure de cette première partie de ma présentation, la sérialité du personnage de Lupin n'est pas totale. Si vous connaissez les aventures de Lupin, vous avez peut-être été un peu choqué par le fait que j'ai affirmé que Lupin ne vieillissait pas, n'était pas inscrit dans le temps, vivait dans un monde qui n'évolue pas et n'évoluait pas lui-même. Et à juste titre, puisque plusieurs éléments vont dans le sens d'une vraie temporalité de la vie de Lupin. Donc il est intéressant de constater que la caractérisation sérielle de l'ensemble n'est pas complètement évidente. En fait, selon les récits qu'on considère, selon également les lecteurs sans doute qui considèrent ces récits, on pourra basculer du côté sériel ou du côté que je vais appeler séquentiel, c'est-à-dire du côté de la situation des épisodes dans une chronologie où ils sont situables les uns par rapport aux autres.
j'emprunte cette opposition série-séquence à Hugo Dionne, dans son livre La Voix au chapitre. Effectivement, les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin présentent un cas d'ensemble mixte ou hybride ou hétérogène, où d'un côté il y a des morceaux sériels en quelque sorte, et puis de l'autre côté des morceaux séquentiels. Daniel Arendal remarquait déjà dans le premier recueil d'Arsène Lupin, il y a à la fois des moments sériels, c'est le cas de La Perle Noire, qui est un modèle du genre, et puis d'autre part il y a des morceaux plus séquentiels, où on peut situer les aventures les unes par rapport aux autres, et où cette temporalité peut même devenir de plus en plus solide, en quelque sorte, de plus en plus compacte, de plus en plus convaincante, et proposer une véritable chronologie de la vie d'Arsène Lupin. On peut même dire que l'ensemble des aventures d'Arsène Lupin est parcouru par deux veines assez différentes. D'un côté, une veine sérielle, où Lupin résout des énigmes avec virtuosité, sans progression notable de sa personnalité, hormis ses changements d'identité incessants. Et puis de l'autre, une veine plus séquentielle, plus angoissée, parfois plus tragique, où Lupin est plus souvent acculé à la défaite, voire donc à des possibilités de fin. Typiquement dans l'Aiguille creuse, par exemple. Et ces deux veines correspondent assez bien à la répartition générique entre d'un côté les nouvelles, qui sont plutôt de l'ordre du sériel, et les romans, qui sont plus du côté du séquentiel. Donc l'opposition série-séquence est probablement partiellement commandée par l'opposition générique entre nouvelles et romans. Quand on commence à écrire des romans, la dimension séquentielle s'impose plus. Alors un bon exemple de l'hétérogénéité de l'ensemble, c'est cet exemple, ce double exemple, qui concerne le nom d'Arsène Lupin, qui est une des contradictions les plus flagrantes de la saga Arsène Lupin, puisque le nom d'Arsène Lupin a deux statuts différents, selon qu'on se situe dans la nouvelle, le coffre-fort de Madame Imbert, dans le premier recueil intitulé Arsène Lupin, gentleman cambrioleur en 1907, donc dans une nouvelle, ou bien dans La Comtesse de Cagliostro en 1924, qui est un roman. Premier exemple, c'est donc dans le coffre-fort de Madame Imbert. Arsène Lupin se présente, s'est présenté dans le passé, comme s'appelant Arsène Lupin, et le narrateur commente: Arsène Lupin n'avait pas encore cette célébrité que lui ont valu l'affaire Cahorn, son évasion de la santé, et tant d'autres exploits extraordinaires. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom, auquel l'avenir réservait un tel lustre, fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Imbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Donc, Arsène Lupin est un pseudonyme. Dans cette nouvelle, Arsène Lupin se nomme lui-même Arsène Lupin dans le feu de l'action, peut-être, ou en tout cas, disons, dans le cadre d'une action précise et isolée. Et c'est à cette occasion-là que le nom se sédimente, en quelque sorte, sur le personnage, et devient le nom sous lequel il est habituellement nommé. Un peu comme Vautrin, dans la Comédie humaine, est appelé Vautrin alors que c'est son pseudonyme, mais tout le monde l'appelle Vautrin, alors que son vrai nom c'est Jacques Collin, mais aucun lecteur ne se réfère à lui sous le nom de Jacques Collin en général, en tout cas la critique se réfère généralement à lui sous le nom de Vautrin. Donc un peu de la même manière, Arsène Lupin est le pseudonyme simplement qui a marché, hein, le pseudonyme qui a eu du succès. Donc ça c'est dans le coffre-fort de Madame Imbert. Arsène Lupin est donc un nom d'emprunt momentané, parmi d'autres pseudonymes. En revanche, dans La Comtesse de Cagliostro, nous avons un autre récit, fait par Lupin lui-même à sa maîtresse Clarisse d'Etty. D'Andrézy, c'était le nom de ma mère, qu'elle a repris quand elle fut veuve, et sur l'ordre de sa famille que son mariage avait indigné. Il explique pourquoi il se fait appeler Raoul d'Andrézy alors que ce n'est pas son vrai nom. Parce que mon père n'était qu'un roturier, pauvre comme Job, un simple professeur. Et professeur de quoi? De gymnastique, d'escrime et de boxe. Alors comment vous appelez-vous? Oh, d'un nom bien vulgaire, ma pauvre Clarisse. Quel nom? Arsène Lupin. Arsène Lupin? Oui, ce n'est guère reluisant, et mieux valait changer, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas dû renier votre père, il n'y a aucune honte à être professeur. Aucune honte, dit-il en riant de plus belle, d'un rire qui faisait mal à Clarisse. Et je jure que j'ai rudement profité des leçons de boxe et de gymnastique qu'il m'a données quand j'étais encore au biberon. Donc là, on est dans La Comtesse de Cagliostro, qui est, j'y reviendrai, un prequel des aventures d'Arsène Lupin, c'est-à-dire la première aventure d'Arsène Lupin, celle où il devient Arsène Lupin, où il devient le Arsène Lupin qu'on connaît. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le fait que le nom que Maurice Leblanc avait d'abord désigné comme un pseudonyme parmi d'autres
pris dans la série des pseudonymes, dans la série indéfiniment ouverte des pseudonymes qui correspondent à autant d'aventures possibles d'Arsène Lupin, sous ces différents déguisements dont aucun ne semble être le dernier. Et bien là, finalement, cette série des pseudonymes, elle est amarrée à une identité fixe, en même temps que le roman pose une chronologie du personnage. En même temps qu'on décide de décrire la première aventure d'Arsène Lupin, l'aventure qui est décidément la première dans un véritable ordre chronologique, et bien à ce moment-là, le nom change de statut et devient un vrai nom qui inscrit Arsène Lupin dans une filiation. Il a un vrai père, et non seulement il a un père, mais en plus il a hérité un certain nombre de choses de ce père, notamment donc son habileté à la boxe et à la gymnastique. On sait qu'il fait un grand usage. On voit comment le nom ici est pris dans deux logiques différentes, et finalement les deux logiques coexistent au sein des aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, comme deux logiques complémentaires, d'un côté une logique sérielle, de l'autre côté une logique séquentielle. Plus grave, si j'ose dire, c'est le fait que le séquentiel lui-même n'est jamais complètement exclu du sériel. Il me semble que c'est pas seulement qu'on a deux parties de l'ensemble romanesque ainsi constitué qui sont l'une sérielle, l'autre séquentielle, il me semble que c'est aussi que ce qui est sériel peut éventuellement redevenir séquentiel. C'est que le séquentiel, la dimension séquentielle, la dimension chronologique du récit, est réactivable par le lecteur, du moins parfois et dans certaines circonstances. Donc plus que l'hétérogénéité entre le sériel et le séquentiel dans l'ensemble, ce qui me frappe, c'est l'indistinction des deux catégories dans certains cas. En effet, la temporalité sérielle est une fausse temporalité, mais elle donne quand même des jalons qui sont en quelque sorte disponibles pour le lecteur pour qu'il retrouve à travers eux, à travers ces jalons chronologiques, un temps effectif et agissant. Et on peut donc observer la double possibilité de lecture sérielle et séquentielle du même ensemble. Puisque la nécessité que la série a de temporaliser à minima les aventures les unes par rapport aux autres invite tendanciellement l'auteur et les lecteurs à percevoir cette fausse temporalité comme une temporalité réelle. Du côté des lecteurs, en témoignent les biographies du personnage. Et Arsène Lupin, évidemment, n'est pas le seul personnage sériel à qui ce destin finit par échoir. C'est une activité critique majeure des spécialistes de personnages sériels que de reconstituer la biographie des personnages, avec plus ou moins, bien sûr, de succès, de mauvaise foi ou d'inventivité. Mais en tout cas, il y a reconstitution d'une chronologie et à partir d'elle, d'une biographie qui tend à donner à cette vie une consistance initialement imprévue. Ici donc je vous montre un ouvrage d'André-François Ruot, Les nombreuses vies d'Arsène Lupin, qui propose une biographie d'Arsène Lupin et notamment une biographie d'Arsène Lupin située dans l'histoire de France, dans son contexte historique. Ce qui est évidemment totalement contradictoire avec l'idée même de personnage sériel. Donc l'ouvrage est proposé avec, je cite, une biographie détaillée du personnage comme s'il avait existé. Donc les éléments diégétiques qui étaient introduits ad hoc dans tel ou tel roman, du type Arsène Lupin se fait appeler Raoul de Limésie après s'être fait appeler Horace Velmont dans un autre roman, ils prennent alors une importance dans un parcours de vie que le lecteur réinvesti comme quelque chose qui est le support d'une rêverie sur ce que faisait Arsène Lupin en 1908, en 1914, en 1920, etc. Et donc l'historicité initialement accessoire de l'univers fictif devient maintenant partie intégrante de son être. Du côté de l'auteur également, il y a une tentation chronologique qui est celle que je venais de mentionner avec le préquel intitulé La Comtesse de Cagliostro. À force d'écrire une série Arsène Lupin, l'auteur finit par désirer écrire le début des aventures d'Arsène Lupin, puis la fin des aventures d'Arsène Lupin. C'est-à-dire qu'à force d'écrire une série, il finit par retrouver dans l'ensemble qu'il vient d'écrire une dimension séquentielle qu'il décide de renforcer. De manière générale, donc, il n'est pas facile de distinguer ce qui relève de la répétition et ce qui relève de l'évolution.
ou ce qui relève d'une variante d'un schéma invariant dans une atemporalité, ou ce qui relève d'une évolution de la fiction dans un dispositif de transformation du personnage et de l'univers fictif. Ces ambiguïtés entre le sériel et le séquentiel, on peut en signaler deux principales, l'une sur laquelle je vais un peu vite, et puis la seconde sur laquelle je vais m'attarder un peu plus longtemps. La première, c'est la guerre de 14-18, bien sûr, qui, pour le personnage d'Arsène Lupin, tend à apporter des changements assez radicaux au personnage. Et donc la guerre, au moment de l'écriture des récits par Maurice Leblanc, va amener une transformation du personnage dans la fiction. Puisque le personnage évolue vers le patriotisme d'une manière assez caricaturale d'ailleurs parfois. Il y en aura quelques exemples plus tard dans les citations que je vous donnerai à un autre propos. Donc il y a une évolution qui est circonstancielle du point de vue sur le plan de l'écriture, mais qui, alors même qu'elle est dictée sur le plan de l'écriture par le tempo médiatique de l'actualité, en quelque sorte, c'est-à-dire la France est en guerre, eh bien, va se sédimenter sur le plan fictionnel dans le personnage qui évolue. C'est d'autant plus marquant avec la guerre parce que c'est dans la mesure où Lupin partage le destin de la nation, donc un destin collectif, un destin historique, qu'il nous semble perdre son atemporalité. C'est-à-dire au moment où nous apprenons que Lupin a fait quelque chose pendant la guerre de 14, nous n'avons plus une vision sérielle du personnage, nous en avons nécessairement une vision séquentielle. Cette vision séquentielle, elle n'est pas due au fait que 1914 est un jalon chronologique abstrait. Elle est due au fait que 1914 est une date historique qui relie Lupin à non pas à une chronologie simplement, mais à une collectivité nationale. Donc, il y a une lecture séquentielle qui devient possible de ces épisodes qui, par ailleurs, sur le plan de leur modèle narratif, sont sériels. Sur le plan de l'intrigue telle qu'ils la déroulent, sont tout à fait, sériels. Je pense notamment à 813 d'une part, qui se passe un peu avant la Première Guerre mondiale, et puis Les Dents du Tigre qui se passe un peu après la Première Guerre mondiale, et où on apprend que Arsène Lupin, auparavant, s'est engagé dans la Légion étrangère pendant la guerre, et a fait de nombreux actes d'héroïsme au profit de la France. Donc on peut en avoir une lecture séquentielle, et en même temps on peut en avoir une lecture sérielle, y compris même de cet engagement militaire, puisque l'engagement politique et militaire de Lupin se traduit tout de même par un effacement fictionnel. Ce que Lupin a fait pendant la guerre, nous ne le saurons qu'aux marges des récits qui nous sont proposés, et donc on ne verra jamais Lupin à la Légion étrangère pendant la guerre, et encore moins bien sûr dans les tranchées. Nous le verrons, nous saurons simplement qu'il a fait des actes d'héroïsme, mais dans un ailleurs qui reste relativement vague et presque légendaire. Donc son engagement dans la Légion étrangère peut être lu de deux manières, soit de manière séquentielle comme quelque chose qui l'ancre dans un destin collectif, soit de manière sérielle comme quelque chose qui, au fond, l'éloigne du territoire national pendant une période où son activité aurait été trop nettement insérée dans un monde chronologiquement cyclique. Donc, ambiguïté de ce point de vue-là de l'ensemble que nous avons. Ambiguïté du statut temporel de Lupin. Cette ambiguïté est plus frappante encore sur le plan, en ce qui concerne le sujet des origines de Lupin. Donc, ces fameux prequels dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque c'est surtout la jeunesse d'Arsène Lupin qui montre le plus clairement la tendance à la reconstitution d'une chronologie contre l'éparpillement sériel. Deux récits donnent à Arsène Lupin une enfance et une origine, en situant clairement l'histoire dans le passé biographique de Lupin par rapport à ses autres aventures. Non, c'est bizarre. Ah oui, non, j'ai pas besoin d'exemple, c'est pour ça. Donc, dès le premier recueil, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, on a un récit qui est Le Collier de la Reine, qui remonte à l'enfance du héros, puisque à 6 ans, le petit Raoul, puisqu'il s'appelle Raoul, vole un collier de diamants, le collier de la reine dont ont hérité les Dreux Soubise, pour donner l'argent secrètement à sa mère Henriette. Donc le premier vol d'Arsène Lupin, c'est celui qu'il fait à 6 ans. Donc on est vraiment dans un prequel, ici, dans une continuation analeptique, dirait Genet.
Et généralement, effectivement, c'est considéré comme un récit qui se place, évidemment, qui se construit comme un prequel et comme étant de l'ordre d'un retour non sériel dans la saga Lupin. Et l'insertion dans le recueil Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur va dans ce sens, puisque la nouvelle est placée juste avant une autre nouvelle qui s'appelle Le coffre-fort de Madame Imbert, que j'ai cité tout à l'heure, et où nous voyons Arsène Lupin encore jeune, encore naïf d'ailleurs, se faire plumer, encore jeune, encore naïf, il choisit son nom de guerre, Arsène Lupin, à ce moment-là. Donc nous avons bien, au fur et à mesure du recueil, la reconstitution d'une chronologie biographique, au moins dans ces deux nouvelles successives. Donc on peut le lire de ces éléments-là, de manière séquentielle. Mais on peut aussi les lire de manière sérielle, et de ce point de vue-là, ils acquièrent une autre dimension. Puisque le passé dans la nouvelle Le collier de la reine n'est raconté que dans le discours direct du chevalier Floriani, qu'il tient chez les de Soubise pour leur expliquer le vol qu'ils ont subi il y a fort longtemps et qui est resté inexplicable. Et c'est le chevalier Floriani qui leur explique que c'est probablement un enfant qui a fait le coup, donc c'est le chevalier Floriani qui reconstitue l'intégralité de ce vol de manière déductive, apparemment déductive, d'une manière un peu provocatrice et ironique, puisqu'on comprend qu'en réalité c'est lui, bien sûr, le chevalier Floriani, qui n'est autre qu'Arsène Lupin et qui, dans son enfance, avait commis ce vol et qui revient sur les lieux de son premier cambriolage pour se payer le luxe de poser aux détectives et d'insulter une nouvelle fois les de Soubise. De poser aux détectives parce qu'en réalité, évidemment, il n'a rien à déduire, puisqu'en réalité, il n'a qu'à se souvenir. Donc on retrouve de ce point de vue-là un schéma habituel de la série, c'est-à-dire Lupin, sous une identité factice, celle du chevalier Floriani, est à la fois voleur et détective. Voleur dans son enfance et détective dans le présent. Donc de ce point de vue-là, on s'inscrit tout à fait dans la temporalité sérielle du recueil. Ce n'est jamais qu'un autre des vols d'Arsène Lupin, et surtout une autre des provocations d'Arsène Lupin face aux gens qui le volent. Et une autre histoire policière menée par Arsène Lupin. Donc de ce point de vue-là, on retrouve complètement un système de répétition sérielle, qui est simplement agrémenté d'une analepse qui situe une partie des événements dans le passé, mais finalement d'une manière qui n'est pas très différente des événements passés qui se trouvent dans la plupart des romans policiers. Donc, cet élément, enfin cette nouvelle, Le collier de la reine, nous la lisons de manière séquentielle dans la mesure où nous souhaitons reconstituer une biographie d'Arsène Lupin, dans la mesure où nous croyons à Arsène Lupin en tant que personnage pourvu d'une biographie, mais nous pouvons aussi y voir simplement la trace d'un travail sériel de reproduction d'un schéma à travers plusieurs épisodes analogues. L'autre prequel qui est proposé par Leblanc et qui est proposé avec plus de sérieux et d'approfondissement, c'est la comtesse de Cagliostro que je citais tout à l'heure. Le cas est plus indiscutablement séquentiel puisque l'aventure raconte bel et bien les débuts chronologiques de la série et la manière dont Lupin est devenu Lupin, comme je le disais tout à l'heure. Mais là encore, cet aspect séquentiel peut être parasité par un aspect sériel achronique, dans la mesure où au fond, on retrouve effectivement le schéma habituel des aventures d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, en devenant Arsène Lupin dans ce volume, est pour la première fois Arsène Lupin. C'est pour la première fois qu'il est semblable à lui-même. Donc, en fait, nous sommes à nouveau dans le schéma habituel des aventures d'Arsène Lupin. Notamment, un système sériel est mis en place par des énigmes que la comtesse de Cagliostro connaît, que Arsène Lupin va donc apprendre dans cet épisode, et ces énigmes sont résolues dans d'autres épisodes de la série. Ce sont donc des énigmes historiques dont je reparlerai. Donc, on a là encore des effets de contexte. Si on lit la comtesse de Cagliostro en regard de La Cagliostro se venge, qui est censée être la dernière aventure d'Arsène Lupin, on a un diptyque jeunesse-vieillesse qui englobe tout le personnage dans un cercle fini et qui fait de Lupin un personnage cyclique, dans les termes d'Anne Besson, mais dans un autre contexte qui est celui de ces 4 énigmes historiques et d'autres énigmes que Lupin résout, nous nous retrouvons finalement dans le cadre d'une répétition paradigmatique de Lupin face à un type particulier d'énigmes et par ailleurs placé dans des positions tout à fait
typique de sa geste, puisqu'il est contre d'autres enquêteurs, en rivalité avec d'autres enquêteurs, et en alliance avec une femme, la fameuse comtesse de Cagliostro. Donc, ce que j'ai exposé, peut-être un peu longuement d'ailleurs, dans les derniers moments, c'est que cette opposition série-séquence, ou série-cycle, a quelque chose de profondément ambivalent, puisque la série tend en fait toujours à sécréter du séquentiel. Sécréter du séquentiel soit autour d'elle, soit en elle ou en son lecteur, qui voit dans la série des effets de séquence pas forcément anticipés par l'auteur. Notamment, les effets de contexte de la lecture peuvent tout à fait faire basculer un récit d'un côté ou d'un autre, et faire donc percevoir de la transformation ou bien au contraire de la réitération. Cela m'amène à un dernier point de ce temps de ma démonstration, qui est le fait que ces deux prequels ont quelque chose de tout à fait particulier. Ces deux retours en arrière dans la vie de Lupin ont quelque chose de remarquable, qui est leur référence commune et transparente, j'imagine, à Dumas. En effet, le collier de la reine que vole le petit Raoul à 6 ans n'est autre que le collier de Marie-Antoinette, qui fait l'objet d'un roman de Dumas éponyme, Le collier de la reine. Et le cambriolage auquel se livre le jeune Raoul à 6 ans est aussi un cambriolage littéraire. C'est-à-dire que là où Raoul vole le collier, Leblanc, en quelque sorte, vole le collier de la reine à Dumas. Vole l'intrigue ou vole l'objet, plutôt collier de la reine, à Dumas. Enfin, même si l'objet collier de la reine est historique, il est très probablement repéré par le lecteur comme étant avant tout un objet textuel qui est rendu célèbre par le roman de Dumas. De même, la comtesse de Cagliostro, qui raconte les amours de Lupin avec Joséphine Balsamo, qui se prétend fille de Joseph Balsamo et immortelle, donc fille de Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, célèbre aventurier et charlatan de la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, la comtesse de Cagliostro fait le lien entre Arsène Lupin et un autre roman de Dumas, qui est le roman, là aussi éponyme, Joseph Balsamo. Évidemment, la comtesse de Cagliostro est une sorte de enfin pas de réincarnation, mais simplement de pendant féminin, à peine modifié, de ce comte de Cagliostro qui occupait les romans révolutionnaires de Dumas. Alors, ce qui est tout à fait frappant là-dedans, c'est le fait que dès que Leblanc prend au sérieux le temps vécu de son personnage et décide de remonter chronologiquement dans son passé, donc de prendre au sérieux l'aspect cyclique de la vie de Lupin, disons plutôt que son aspect sériel, eh bien, à ce moment-là, il relie son enfance à Dumas. C'est-à-dire que l'enfance de Lupin n'est pas seulement un moment biographique datable dans l'histoire de Lupin, mais c'est un moment textuel, un moment de l'histoire littéraire, plus qu'un moment de l'histoire de France, disons. Les origines d'Arsène Lupin sont livresques. L'enfance de Lupin, c'est les romans de Dumas. C'est cela qui apparaît par ce jeu assez curieux avec les romans de Dumas. Le passé de Lupin n'est donc pas biographique, mais intertextuel, ou même plus précisément transfictionnel, puisque Lupin, ou plutôt Leblanc, agit par l'intermédiaire de ses récits sur les fictions développées par Dumas. D'un côté, il dote Joseph Balsamo d'une fille, et même s'il s'avère que les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais il dote Joseph Balsamo d'une fille que Lupin va séduire, et donc en quelque sorte Lupin va s'approprier Joséphine Balsamo, et à travers elle le roman de Dumas, et il vole le collier, et à travers ce collier, il vole également le monde fictionnel de Dumas. Donc il y a là un lien à la fois de filiation et un lien également polémique au roman de Dumas qui me paraît assez remarquable, et d'autant plus remarquable que Dumas est le modèle, peut-être par excellence, d'un cycle chronologique dans l'histoire littéraire française, c'est-à-dire de romans à suivre, de romans qui se déroulent, se suivent chronologiquement en s'insérant dans l'histoire de France, dans une temporalité donc non pas factice, mais au contraire profondément historique, transformatrice et agissante sur le monde fictionnel dont il parle et sur les personnages dont il parle. Donc Dumas, c'est le modèle du cycle du séquentiel, si vous
Joseph Balsamo et Le Collier de la Reine sont même encore plus que les autres romans de Dumas des romans de ce genre, puisqu'ils se font suite mutuellement. Le Collier de la Reine est la suite de Joseph Balsamo. Ils sont intégrés dans un grand cycle tétralogique qui s'appelle Mémoire d'un médecin, et qui correspond à un moment de transformation par excellence de l'univers romanesque, qui est la Révolution française. Donc, ce que ces récits relatent, c'est bien une transformation profondément historique de la société. Donc, dans le cas de Dumas, l'évolution des héros s'inscrit dans celle de la société, selon une temporalité on ne peut plus irréversible, celle de cette marche de l'histoire que prophétise d'ailleurs à plusieurs reprises Cagliostro, et que Cagliostro, ou Balsamo, en un sens, incarne. Et les mémoires d'un médecin correspondent à l'ambition qu'a Dumas de raconter toute l'histoire de France, et notamment toute l'histoire de France dans la mesure où elle culmine et s'accomplit dans la Révolution française. Autant dire que la reprise que fait Leblanc de ce modèle est décalée par rapport à ce modèle profondément séquentiel, et qu'il y a là une rivalité qu'il faut éclairer. Une mise à distance du cycle historique au profit de la série policière qui, disons, interroge la manière dont Leblanc représente précisément l'histoire. Alors, pourquoi revenir avec tant d'insistance de la part de Leblanc à Dumas, et pourquoi indiquer avec tant d'insistance cette filiation? Sans doute parce que l'aspect séquentiel justement des récits de Lupin fait signe vers une nostalgie de ce type d'ensemble romanesque, une nostalgie de ces ensembles cycliques ou séquentiels, une nostalgie d'une capacité à représenter le temps historique. Il me semble que c'est cela qui fait une des particularités des aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, c'est le fait qu'elles sont prises dans un rapport ambigu, ambivalent, avec la vraie temporalité, avec la temporalité historique transformatrice. On a donc une temporalité sérielle qui, en ce sens, est très novatrice à cette date, mais en même temps, cette temporalité sérielle de ces récits ne cesse de faire allusion à une vraie temporalité, une temporalité historique, une temporalité perdue, qu'il faudrait retrouver. Et donc, les allusions à Dumas correspondent à une visée temporelle dont il faut élucider le sens. Alors, c'est ce à quoi je vais m'atteler maintenant, dans une partie que j'intitule avec peu de sérieux, le temps retrouvé. Peu de sérieux parce qu'évidemment le modèle proustien est un peu loin de nous. Et en même temps, comme j'espère pouvoir le montrer, il y a quand même si ce n'est des passerelles directes entre Proust et Leblanc, bien sûr, en tout cas des problèmes qui se posent de manière similaire chez les deux auteurs, et en tout cas à cette époque de l'histoire littéraire. Alors, je voudrais regarder ce que ce dialogue avec le temps historique donne dans la série des Arsène Lupin. Alors, Maurice Leblanc a signalé, a relevé lui-même que le rapport au passé historique, qui revient à plusieurs reprises dans les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, était une des originalités de son écriture. Il le dit donc dans un petit article qui s'appelle « Qui est Arsène Lupin ?», et il signale cette originalité. Mais il est dans ses aventures un autre élément d'intérêt important et qui me semble avoir le mérite de l'originalité. Il s'agit dans le cas d'Arsène Lupin de l'intérêt que présente la liaison du présent dans ce qu'il a de plus moderne avec le passé, surtout historique ou même légendaire. Il ne s'agit pas de reconstituer des événements d'autrefois en les romançant comme dans Alexandre Dumas, mais de découvrir la solution de problèmes très anciens. Arsène Lupin est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu'il a de ces sortes de recherches. D'où cette série d'aventures d'Arsène Lupin où les faits sont contemporains, mais où l'énigme est historique. Établir un roman d'aventure policière sur de telles données élève forcément le sujet. Alors cette mention du fait qu'il faut élever le sujet montre sans doute une certaine mauvaise conscience de Leblanc en tant qu'auteur de romans policiers. C'est pas ça qui m'intéresse ici, mais il semble bien que Leblanc ressente le besoin de rehausser l'aspect anecdotique des affaires traitées par Lupin par le fait que Arsène Lupin il devient le dépositaire d'une histoire longue, d'une histoire collective et d'une histoire longue. On remarque que Leblanc souligne à ce moment-là la filiation à Dumas, aussi bien que l'inflexion qu'il lui apporte,
en traitant l'histoire de France sous la forme de plusieurs énigmes historiques. C'est-à-dire, non pas la résurrection d'un passé raconté pour lui-même, mais la restitution d'un passé historique à travers des problèmes qui se posent dans des faits contemporains. Et ces énigmes historiques sont nombreuses chez Arsène Lupin. Vous avez donc ces 4 énigmes de la comtesse de Cagliostro qui donnent la matière de 4 romans: La comtesse de Cagliostro, L'Aiguille creuse, L'île aux 30 cercueils, et puis un roman qui n'est pas une aventure d'Arsène Lupin, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Dorothée, danseuse de cordes. Et là où Arsène Lupin n'arrive pas, enfin en tout cas ne s'intéresse pas à cette aventure, eh bien Dorothée, danseuse de cordes donc, danseuse de cirque, acrobate, parvient à les résoudre. Donc c'est une autre héroïne que Leblanc avait essayé de lancer parallèlement à Arsène Lupin, pour essayer de renouveler ses personnages. Il semblerait bien que l'allusion justement à cette énigme serve de stratégie de lancement du roman déjà écrit, puisque l'allusion dans La comtesse de Cagliostro en 1924 à ces énigmes fait un pont vers Dorothée, danseuse de cordes, qui avait été écrit l'année précédente. Donc il y a ces 4 énigmes qui sont donc dans L'Aiguille creuse, La comtesse de Cagliostro, L'île aux 30 cercueils, et puis celle que je laisse de côté dans Dorothée, danseuse de cordes. Il y a également une énigme dont je vais parler tout à l'heure, qui est dans Le signe de l'ombre, une nouvelle qui est dans les Confidences d'Arsène Lupin. Il y a également une énigme de ce type dans Là-bas Riva, où Lupin trouve un trésor caché depuis l'Antiquité romaine. Dans La demoiselle aux yeux verts, où Lupin découvre des ruines romaines dissimulées sous un lac. J'ai oublié de préciser ce que Lupin trouve dans les autres, d'ailleurs il faudrait peut-être le préciser. L'Aiguille creuse, où Lupin trouve une forteresse qui est aussi en même temps une cachette des rois de France. La comtesse de Cagliostro est le moment où Lupin trouve le trésor caché du clergé au Moyen-Âge. Et L'île aux 30 cercueils lui permet de trouver la dalle des rois de Bohême, qui est une pierre aux propriétés miraculeuses, puisque c'est un bloc de radium pur. Donc qui a des propriétés merveilleuses, puisque c'est l'époque évidemment où le radium est considéré comme quelque chose qui est à la fois dangereux certes, mais aussi porteur de vie et de puissance. Donc ce qui est assez intéressant dans ces énigmes que Lupin résout, c'est qu'il y a un rapport à l'histoire qui est ainsi toujours maintenu entre Lupin et un passé lointain. Un rapport à l'histoire qui est maintenu, mais qui est en même temps transformé par rapport au modèle dumasien. Maintient avec une histoire, avec un passé qui n'est pas seulement un passé anecdotique, mais qui est un passé profondément collectif, celui de l'histoire de France. Et du monde, mais plus précisément de France. Et notamment l'histoire de France telle qu'elle se concentre autour d'une petite portion de terre qui est le Pays de Caux, en Normandie, qui est en quelque sorte le centre occulte de l'histoire de France dans la saga. Alors on voit que le passé n'est pas de ce point de vue-là un moyen simplement d'élever le sujet, mais que c'est un élément essentiel de l'intrigue, puisque toutes ces intrigues tournent autour de la résolution d'une énigme historique. La résolution d'une énigme policière va amener à une énigme plus profonde, une énigme qui se place en quelque sorte en double fond par rapport à la première énigme, et qui, elle, est d'ordre historique. Donc il ne s'agit pas seulement de reconstituer le passé à la manière du roman policier, puisque dans le roman policier, il s'agit toujours de reconstituer le passé du crime, dans le roman policier de type roman à problème. Il s'agit de quelque chose de plus vaste, à l'échelle à la fois des siècles et des nations. Ce qui apparaît dans cette forme de l'énigme, où on retrouve le passé à travers le présent, et dans des traces qu'il laisse dans le présent, c'est un déplacement par rapport au XIXe siècle, siècle de l'histoire, et au roman historique pratiqué par Dumas. En effet, on passe d'un modèle de l'histoire à un modèle de la mémoire, qui d'ailleurs explique peut-être aussi que Leblanc parle de légende volontiers, plus que d'histoire. Le passé qui est retrouvé n'est pas d'ordre purement historique, il est d'ordre mémoriel. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs cette importance du Pays de Caux, qui a un lien personnel avec la mémoire subjective, personnelle, individuelle de Maurice Leblanc, et pas seulement avec une légende collective sur
l'Aiguille Creuse et autres abbayes de Jumièges. Donc il y a ce lien entre présent et passé qui présente le passé historique comme un vestige accessible de manière indirecte dans les romans de Dumas, dans les romans de Leblanc. Cela avait été remarqué en passant, encore une fois, mais de manière extrêmement aiguë, par Umberto Eco dans son très court texte sur Arsène Lupin. Au centre de chaque roman, écrit-il, avec peut-être une ambition d'universalité un petit peu trop excessive, mais enfin, au centre de chaque roman, il y a une situation spatiale, un lieu secret, ne pouvant être trouvé que grâce à une reconstruction de la mémoire, un jeu espace-temps où le temps fournit la clé de l'espace, lequel, une fois identifié, dévoile le nœud temporel. Ce jeu n'est pas fortuit, puisqu'il revient de manière récurrente dans l'œuvre de Leblanc, et d'une certaine manière, il reflète des problèmes de la littérature de l'époque. Effectivement, on a dans les aventures d'Arsène Lupin régulièrement des espaces qui sont en fait la concrétion d'un temps historique et qui enferment le passé comme des boîtes à double fond, comme des coffres-forts, donc justement des coffres à secret qu'il va falloir forcer. Ainsi, dans l'Abba Riva, c'est d'abord une propriété dont le centre est un vieux pigeonnier, et ce vieux pigeonnier est d'abord le lieu apparent d'un crime, et ce lieu du crime va devenir dans un deuxième temps le lieu d'accès à un trésor qui lui est de nature historique, qui est un moyen d'obtenir de l'or qui vient du passé. Donc on a des espaces qui enferment du temps. Et c'est que les personnages se trouvent régulièrement dans une situation historique d'oubli. C'est représenté de la manière la plus nette dans Le Signe de l'ombre. Alors, c'est lisible. Dans Le Signe de l'ombre, où on a un exemple vraiment typique de ce que Umberto Eco écrivait, à savoir un espace qui enferme du temps. Et un problème temporel qui va permettre d'accéder au bon lieu de l'espace, lequel va contenir à son tour la solution historique à l'énigme. Alors c'est l'histoire d'une famille qui se réunit tous les 15 avril de manière très mystérieuse pour se réunir dans un petit jardin parisien. Et Arsène Lupin assiste à leur réunion, les gens attendent, puis se séparent désespérés, sans que rien ne se soit passé de l'après-midi. Lupin va donc se renseigner sur ce qui explique cette énigme de ces gens qui se réunissent sans raison, et c'est le notaire qui l'explique. Je cite, « C'est là vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire, de prodigieux dans l'aventure. Une fois l'an, Charles d'Ernemont, mu par une sorte de volonté inconsciente, descendait, suivait exactement le chemin que son père avait suivi, traversait le jardin et s'asseyait tantôt sur les marches de la rotonde, dont vous voyez ici le dessin, tantôt sur la margelle de ce puits. Charles d'Ernemont est un personnage historique qui remonte à la Restauration et qui est le fils d'un homme mort exécuté pendant la Terreur. Et ce fermier général exécuté pendant la Terreur a caché, semble-t-il, une fortune quelque part dans ce jardin, mais personne n'est capable de la trouver. Bien qu'ils aient creusé partout, évidemment. Et donc, tout ce qu'on sait, c'est cette énigme historique qui est que son fils Charles, devenu fou, continue de venir tous les 15 avril, date de la mort de son père, dans le jardin. À 5h27, il se levait et rentrait, et jusqu'à sa mort survenue en 1820, il ne manqua pas une seule fois cet incompréhensible pèlerinage. Or ce jour-là, c'était le 15 avril, jour de l'anniversaire de l'arrestation. Alors, il y a donc un souvenir qui doit être retrouvé, qui est le trésor, et puis il y a un effacement, une occultation de ce souvenir dans la folie de Charles d'Ernemont, puis dans une répétition de cette folie, une sorte de mime de cette folie qui est faite par tous les descendants. Depuis cette époque, reprit le notaire avec une certaine solennité, depuis bientôt 100 ans, les héritiers de Charles et de Pauline d'Ernemont continuent le pèlerinage le 15 avril. Les premières années, des fouilles minutieuses furent pratiquées. Pas un pouce du jardin que l'on ne scruta, pas une motte de terre que l'on ne retourna. Maintenant, c'est fini, à peine si l'on cherche. Et c'est cet état qui est tout à fait fascinant qu'on voit au début de la nouvelle. À peine si l'on cherche, à peine si, de temps à autre, sans motif, on soulève une pierre ou l'on explore le puits. Non,
Ils s'assoient sur les marches de la rotonde, comme le pauvre fou, et comme lui, ils attendent. Et voyez-vous, c'est la tristesse de leur destinée. Depuis 100 ans, tous ceux qui se sont succédés, les fils après les pères, tous ils ont perdu, comment dirais-je, le ressort de la vie. Ils n'ont plus de courage, plus d'initiative. Ils attendent. Ils attendent le 15 avril, et lorsque le 15 avril est arrivé, ils attendent qu'un miracle se produise. Évidemment, ce miracle ne se produit pas. Hein. C'est une temporalité donc, qui est complètement vide, là, pour le coup. Et l'action du héros, Arsène Lupin, va consister à rétablir une mémoire, à forcer une anamnèse, et à comprendre quelle clé temporelle permet de trouver l'endroit où est cachée la fortune, et je vous laisserai lire le signe de l'ombre pour savoir où c'est. Et pour voir que l'indice est temporel et permet d'accéder au passé à travers un espace, comme le dit Umberto Eco. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit bien de rétablir le lien avec un passé qui est aussi un passé historique, qui est celui de la Révolution française, encore une fois, qui est celui donc, de la terreur, ici. Ailleurs, ce sera les trésors des rois ou du clergé. Donc le passé est vu comme une accumulation de trésors qu'il s'agit de retrouver. Sous la forme d'une mémoire, d'un rapport mémoriel au passé. Ce qui est un peu plus étrange encore, c'est que cette remémoration ne consiste pas en l'appropriation d'une identité, mais se fait toujours sur le mode de la perte. En fait, cette remémoration est toujours en même temps une perte. En tout cas, il me semble, dans la plupart des nouvelles et des récits que j'ai en tête. Puisque le trésor s'épuise en même temps qu'on le découvre. Le fait de découvrir le trésor annule aussi le trésor. J'ai un premier exemple qui est dans Le Collier de la Reine, où Arsène Lupin fait remarquer, sous la guise du chevalier Floriani, que le collier qu'il avait volé à 6 ans était en fait déjà tout autre chose que le collier initial, puisque en volant le collier, il s'est aperçu que toutes les pierres étaient fausses. Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrai que les quelques diamants rachetés aux bijoutiers anglais, les autres ayant été vendus un à un selon les dures nécessités de la vie. Donc les diamants initiaux du collier sont tous perdus. C'était toujours le collier de la reine, monsieur, dit la comtesse avec hauteur, et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre. Il a dû comprendre, madame, que faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. Alors donc le collier de la reine qui a été volé est finalement vide, en quelque sorte. Il n'a finalement pas de valeur. Peu de valeur, il y a quand même quelques diamants, pas plus exagéré. Deuxième exemple, c'est dans l'Aiguille creuse, où à la fin nous entrons dans la fameuse aiguille, la forteresse cachée de Lupin, et cette forteresse est l'ancienne forteresse des rois de France, comprend-on au fur et à mesure du roman. Et l'ancienne forteresse est aussi l'ancien coffre-fort des rois de France, où ils stockaient leurs richesses. Et nous voyons Lupin montrer les richesses, et c'est un peu décevant, puisqu'il frappa violemment du pied, fit ainsi basculer un des disques qui composaient le parquet, et etc., etc. Elle était vide. Un peu plus loin, il exécuta la même manœuvre, une autre cuve apparut, vide également. 3 fois encore, il recommença, les 3 autres cuves étaient vides. Hein, ricana Lupin, quelle déception! Sous Louis XI, sous Henri IV, sous Richelieu, les 5 cuves devaient être pleines. Mais pense donc à Louis XIV, à la folie de Versailles, aux guerres, aux grands désastres du règne. Et pense à Louis XV, le roi prodigue, à la Pompadour, à la Dubarry. Ce qu'on a dû puiser alors, avec quels ongles crochus on a dû gratter la pierre. Tu vois, plus rien. Donc au moment où on découvre la forteresse, elle est vide. Ailleurs, dans la Bariva, au moment où on découvre le trésor, qui est donc de l'or enterré quelque part dans la propriété nommée la Bariva, Arsène Lupin comprend où est le trésor et va trouver en fait un peu d'or, mais dit ceci: qu'est-ce qui subsiste du trésor de mon proconsul, puisque ce serait de l'or enterré depuis l'époque romaine? Peut-être pas grand-chose, soit qu'il fût à l'origine assez mince, soit que les marées les dissous peu à peu et emporté on ne sait tout. Mais enfin, tentons l'épreuve. Donc, on va tenter de retrouver le trésor, mais en réalité le trésor a de grandes chances d'être presque vide. Non pas vide, il va trouver de l'or, assez pour payer d'ailleurs différentes choses qu'il doit payer, mais finalement le gain va être assez minime alors que c'est un trésor sur lequel nous avons rêvé pendant le roman. De même enfin dans La Comtesse de Cagliostro, ces masses de pierres précieuses récupérées par Arsène Lupin à la fin du roman, disparaissent, puisque l'explosion imminente du bateau m'a empêché de prendre tout, dit Lupin, et les richesses des moines se sont éparpillées au sein des eaux. Et on voit que comme dans la Bariva, c'est de l'or qui se dissout dans une rivière, et là c'est des pierres qui se perdent dans la mer. On a à chaque fois le même problème, c'est que ce trésor, au moment où on le découvre, en fait, cesse d'exister. Le
le fait de découvrir le trésor l'annule. La remémoration est donc aussi une liquidation. Et cela indique, me semble-t-il, qu'il s'agit surtout d'une tâche de réappropriation spirituelle dont Lupin se fait l'instigateur, plus qu'une tâche d'appropriation matérielle, bien qu'il soit cambrioleur. En même temps que ces trésors, et notamment leur valeur financière, disparaît, ce qui est frappant, c'est qu'il subsiste quelque chose qui résiste au temps, qui résiste à cette usure, ou à cette dispersion, ou à cette perte, et qui est affirmé comme ayant une existence, pour ainsi dire, intemporelle ou transhistorique. C'est très frappant dans le collier de la reine, où certes les diamants ont été perdus, donc il ne reste apparemment rien, mais en réalité il reste quand même quelque chose, puisque le collier de la reine est composé de 2 éléments. Et la chute de la nouvelle consiste à dissocier ces 2 éléments. D'un côté les diamants qui disparaissent, qui au fond n'avaient pas de valeur, qui au fond correspondaient à une parade, une vaine volonté d'ostentation de la part de la famille de Soubise, et puis quelque chose qui a de la valeur, qui est la monture du collier. Puisque c'est ça le véritable travail d'art, c'est la monture du collier. Monsieur, la légende veut que Rétaux de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains et qu'il en eut fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'ait point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, que l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme, c'est-à-dire le cambrioleur, c'est-à-dire Lupin, ait compris également? Réponse de Lupin, je ne doute pas que la monture existe, l'enfant l'a respectée. Donc, il y a quelque chose qui subsiste, qui est associé très fermement à ce qui est artistique, et qui est également associé très fermement à ce qui est éthique. Hein. C'est ce respect, cette fidélité au passé qui est représenté par cette monture. Le modèle de tous ces trésors, au fond, c'est non pas le trésor au sens d'une valeur financière, mais c'est l'objet d'art, et c'est également la relique. C'est-à-dire quelque chose qui reste du passé pour en indiquer la valeur sacrée. D'où le fait que les trésors de Lupin, pour certains, sont effectivement vendus sur le marché de l'art, etc., mais certains trésors sont considérés comme devant appartenir à une collection. Et Lupin n'est pas seulement un voleur, un cambrioleur et un receleur, mais c'est aussi un collectionneur, ce qui est quelque chose d'assez particulier. Et il a même des musées, il a des galeries. Alors c'est le cas dans l'Aiguille Creuse, où il a une galerie, un musée d'histoire de l'art, donc avec ses perles de ses collections, avec toute une énumération que je passe, mais en plus il a la vraie Joconde, celle du Louvre n'étant qu'une copie. Donc on retrouve l'idée d'une collection, c'est-à-dire d'une sérialité, en quelque sorte, de ces œuvres, ou de ces objets, de ces trésors volés par Lupin. Et on a la même chose dans l'Aiguille Creuse, que je n'ai... oui, non, je viens de citer l'Aiguille Creuse, excusez-moi. On a la même chose également à propos des pierres précieuses, hein, c'est-à-dire que la monnaie d'or dans l'Aiguille Creuse a été dépensée, ce qui a vraiment une valeur financière, mais les pierres précieuses, elles, subsistent parce qu'elles ont une valeur esthétique, évidemment. Hein, c'est un flamboiement de lumière, et donc c'est évidemment quelque chose qui a une valeur esthétique, et qui va également avoir une valeur nationale. Je crois que j'ai pas donné cette citation, mais c'est pas forcément très grave. Ce qui est important dans cette idée du musée, c'est que Arsène Lupin se constitue avec ses musées comme quelqu'un qui restitue, puisqu'il va restituer ses collections à la France, et sous la condition qu'il y ait une aile du Louvre qui s'appelle l'aile Arsène Lupin, ou la galerie Arsène Lupin. Donc Arsène Lupin a volé, mais en fait il vole pour restituer. Et finalement c'est la même intrigue que dans la nouvelle Le Collier de la Reine, où il a volé à 6 ans, mais une fois adulte il restitue le collier à la famille de Soubise, du moins il en restitue la monture, c'est-à-dire en quelque sorte l'essence artistique intemporelle, celle qui mérite d'y être fidèle parce qu'elle représente, disons, les valeurs immatérielles de la France. Donc cet aspect très patriotique se retrouve également dans ces restitutions. Je passe cette citation qui montre que dans Les Demoiselles aux yeux verts, il en va de même, c'est-à-dire qu'il y a un trésor qui est perdu. La jeune femme avec laquelle Raoul Lupin a trouvé
ce grand mystère de ruines romaines englouties, ne veut pas de ce royaume englouti et donc va le laisser sous l'eau. Donc le trésor là encore se perd, mais en même temps, Raoul acheta le domaine de Juvin et simplement il n'en divulgue pas le secret prodigieux, mais ce sont ces merveilles accumulées et ces trésors fabuleux que la France héritera d'Arsène Lupin. À sa mort, évidemment, donc comme la mort d'Arsène Lupin tend à traîner, évidemment, c'est pas forcément gagné, mais enfin, en tout cas, il y a l'idée que Lupin est un voleur dans la mesure où il restitue. Il est un voleur dans la mesure où le vol lui-même, ces cambriolages, sont toujours des restitutions mémorielles. Donc le personnage de Lupin est un agent d'une mémoire nationale. Donc en conclusion, car il est temps, Arsène Lupin, évidemment, est un héros sériel. On a vu qu'il y a un certain nombre de tensions et de négociations faites par les auteurs, par les lecteurs, entre la détemporalisation ou l'atemporalité de la série et le maintien d'une dimension séquentielle, plus ou moins factice, qui implique un rapport entre le héros et l'histoire. Une des particularités de la série, c'est qu'elle continue de se rapporter à l'histoire, mais sur un mode polémique, et notamment dans une relation de dialogue un peu critique avec Dumas. Le passé subsiste sous forme de traces, d'énigmes à déchiffrer, d'oublis à réparer, et la grandeur de Lupin se voit lorsqu'il retrouve le passé, mais en même temps aussi qu'il le subtilise, mais aussi qu'il le restitue. Donc, il y a tout ce mouvement qui est le mouvement même de la mémoire qui est à l'œuvre dans les récits. Je terminerai en signalant que peut-être cette attitude de Lupin vis-à-vis de l'histoire est assez emblématique de cette histoire antiquaire dont parle Nietzsche dans la deuxième considération inactuelle, cette histoire de celui qui se sent propriétaire du patrimoine de ses ancêtres. On s'attendrait à ce que Lupin soit plutôt du côté de l'histoire monumentale, c'est-à-dire que son rapport à l'histoire soit celui justement d'une identification avec les surhommes du passé, en quelque sorte, si on était vraiment dans cette idéologie du surhomme. Et en réalité, son rapport à l'histoire est toujours ne porte jamais sur les personnages du passé auxquels il peut s'identifier, enfin, pas trop, et plutôt sur les objets du passé à travers lesquels il communie avec le passé national, et notamment le passé collectif. De ce point de vue-là, c'est assez curieux, assez ambivalent également, puisqu'évidemment ces collections de Lupin sont à la fois des appels à l'activité, à l'énergie dont fait preuve Lupin pour les récupérer, et en même temps s'entasse dans un trésor qui, lui, est complètement statique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci notamment d'avoir fait cette espèce de prise à bras-le-corps de la notion de série, parce que c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent, mais qui a une espèce d'évidence qui fait de fausse évidence qui fait qu'on ne prend pas le temps de le définir. Et je pense que c'était très intéressant effectivement de prendre le temps de le faire avant de commencer à rentrer dans cette question du temps historique, du temps chronologique et de la chronologie mimée, arrêtée de la série. Je pense qu'effectivement c'était tout à fait nécessaire. Je laisse la parole tout de suite s'il y a des questions, évidemment. Oui, Pierre? Alors, c'est juste une petite question de précision. Mais avant votre deuxième partie, vous avez dit que l'invention de la temporalité sérielle était très novatrice à cette époque. Voilà. Et du coup, en fait, je voulais vous demander, mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Souvent, on dit que la sérialité, c'était plutôt inventé, disons, au XVIe siècle, par exemple en Espagne, avec ces sortes de séries absolument interminables de romans de chevalerie, qui étaient des séries, pour le coup, vraiment sérielles, puisque ça s'étendait sur tout un siècle. C'était une sorte de série de 22 romans qui étaient produits pendant 100 ans, où on disait souvent, c'était à cette époque-là, que vraiment pour la première fois on avait inventé ce concept de sérialité, c'est l'invention du sequel, il existe un livre comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est ça la vraie origine de la sérialité, ou que la sérialité là au 19e siècle, c'était une autre forme de sérialité par rapport à cette première?
Alors, c'est une question qui est toujours assez compliquée, qui est notamment de dater les formes. Quand on a des formes très abstraites comme ça, il n'est pas toujours très facile de les dater finalement. Plus elles sont abstraites en un sens, plus elles sont générales, et plus on les trouve sous des formes très très diverses au cours du temps. Cela dit, ce que vous décrivez, c'est plutôt, me semble-t-il, justement des suites, c'est-à-dire des objets qui sont des séquences, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans des chronologies. Donc il y a bien une sérialité au sens où il y a une connexion entre des récits, une connexion sur le plan de la fiction, mais il n'y a pas forcément enfin, ou même d'ailleurs des modèles qui sont utilisés, mais ce sont des... Il n'y a pas de neutralisation du temps, il me semble. Il n'y a pas disparition totale de la chronologie, de la possibilité de situer ces aventures les unes par rapport aux autres. Mais vous allez peut-être me contredire sur ce point. Non, c'est vrai, c'est effectivement vrai que généralement on peut les insérer dans une sorte de fil rouge parce que, comme vous l'avez dit, les différents romans, dans ce cas-là, sont tissés les uns après les autres. C'est-à-dire on peut théoriquement pas vraiment intervertir l'ordre. Dans la pratique, en fait, on peut les lire dans n'importe quel ordre parce que, disons, c'est assez répétitif et dans ce cas-là, il n'est pas extrêmement grave qu'on lise le roman numéro 20 après le roman numéro 2, ça ne change pas tout, mais vous avez raison que en théorie, en tout cas, c'est vrai que c'est une sorte d'évolution linéaire. Alors, sur ce point, c'est quand même... c'est peut-être un bon exemple, il faudrait voir évidemment précisément, mais je crois qu'effectivement l'opposition série-séquence, enfin, d'ailleurs même Anne Besson qui propose cette opposition série-cycle très binaire, en réalité admet des cas intermédiaires. Après, la question de savoir comment on interprète les cas intermédiaires est sans doute assez compliquée, mais vous avez très souvent des ensembles qui prétendent être chronologiques et qui en réalité ne le sont pas, ou sont lisibles comme ne l'étant pas. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on va les appeler sériels ou non? Est-ce qu'on va considérer que ce sont des séries ou est-ce qu'on va considérer qu'il y a une vraie temporalité? Le fait de pouvoir lire les choses dans le désordre n'est pas forcément un signe complètement certain, parce que par exemple vous pouvez lire mettons voilà, le Vicomte de Bragelonne avant les Trois Mousquetaires, vous pouvez lire le Seigneur des Anneaux avant le Silmarillion sans que ça pose problème. Et même d'ailleurs dans le deuxième cas c'est plutôt ce qu'on fait en général, il me semble. Donc on n'a pas forcément de relation entre le temps, enfin l'ordre de lecture ou l'ordre de publication et l'ordre chronologique qui est dessous. La question de la série, elle ne se place pas sur le plan de l'ordre de la publication ou des rapports entre ordre de la publication et ordre de l'intrigue, si vous voulez, entre temps du récit et temps de l'histoire. Ça, c'est la question de savoir si les aventures sont racontées dans l'ordre ou dans le désordre. Elle se place à l'intérieur du temps de la fiction, puisque la série se définit comme étant, disons, désignant des fictions qui se soustraient au temps, c'est-à-dire qui se soustraient à la possibilité qu'on aurait en tant que lecteur de les situer les uns par rapport aux autres. Alors en réalité, ça c'est des cas extrêmement purs, qui se trouvent assez peu, me semble-t-il, qui se sont développés, je crois, à un moment historiquement assez limité, finalement, qui est la première moitié du XXe siècle, mais qui ne sont pas vraiment une norme littéraire très très courante, cette sérialité totalement pure. Et en même temps, le concept de sérialité va être utile surtout quand on sort de ce cas pur. C'est-à-dire quand on va avoir des ensembles qui semblent être séquentiels ou chronologiques et qui sont en réalité sériels. Donc peut-être que les romans auxquels vous pensez sont dans ce cas-là. En fait, c'est difficile à dire parce qu'en plus, ça se complique par le fait que dans votre cas, normalement, c'est des romans écrits par un seul auteur, alors que dans ce cas-là, ce sont des romans comme la série ou la séquence, ou en tout cas la suite, mettons, des romans s'étendait sur un espace extrêmement long, donc parfois plus de 120 ans. En fait, la même suite de romans était écrite par 5 auteurs différents qui changent souvent totalement l'histoire, tout en prétendant s'y rattacher, etc. Et donc, entre-temps, entre le roman numéro 4 et le roman numéro 15, il y a souvent une transformation de l'univers assez radicale maintenant. Donc ça complique encore plus les choses dans ce cas-là. Mais grosso modo, oui, effectivement, c'est sans doute, vous avez raison, il y a sans doute des différences entre les deux concepts.
Et avec Lupin, c'est d'autant plus perturbant qu'effectivement la question de l'ordre de lecture et aujourd'hui de l'ordre de republication. Je ne sais pas dans quelle édition vous avez lu les Lupins, mais il y a aujourd'hui 2 éditions intégrales concurrentes. Chez Lucain, il les présente dans l'ordre chronologique de la diégèse, ce qui fait qu'on n'est absolument pas dans l'ordre de publication. Et il y a chez Omnibus une 2e collection où on présente dans l'ordre d'écriture, dans l'ordre de parution. Moi, je les lis dans la Omnibus avec... enfin, et puis ailleurs, parce que, Oui. comme toujours, on ne commence jamais la lecture d'un auteur par les œuvres complètes, en général. Enfin, ça arrive. En général, on ne commence pas par l'édition bibliographiquement exacte. Mais oui, la question de l'ordre de présentation est importante. Ça aussi, c'est un effet effectivement de séquentialisation d'un ensemble sériel. C'est-à-dire que si vous commencez par la comtesse de Cagliostro... Il n'y a pas beaucoup de séries avec lesquelles ça marcherait de les présenter dans 2 ordres éditoriaux différents. Oui, à vrai dire, alors j'ai un exemple, mais qui n'est pas sériel, qui est La Comédie humaine, qui a été publié dans pas mal d'ordres différents. Globalement, je trouve que le fait de publier dans l'ordre chronologique de la diégèse a quelque chose de très très problématique, parce que tout simplement, un même texte peut faire référence à plusieurs moments de la diégèse. Puis ensuite, il y a la question des recueils de nouvelles. Alors, est-ce que vous allez fragmenter les nouvelles? Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ils ont fait. Non, dans le bouquin, ils ne fragmentent pas. Ils mettent fragmentent les recueils ensemble. Or, mettons, dans le recueil Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, vous avez quelque chose qui se passe, vous avez, quand vous regardez le coffre-fort de Madame Imbert, ça se passe dans la jeunesse d'Arsène Lupin, donc avant d'autres aventures que vous aurez lues avant. Je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu factice, mais qui est intéressant, parce que ça témoigne d'une envie des éditeurs, et des lecteurs probablement aussi, de retrouver du séquentiel. Et je pense qu'effectivement, si on le lit comme ça à la suite, on va avoir des effets séquentiels qui vont émerger, peut-être même des impressions concernant le caractère du personnage, qui vont émerger de manière plus nette que dans un ordre plus brouillé. Il y avait une question? Merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment passionnant. Et j'avais une question notamment sur le rapport au temps historique, parce qu'effectivement, l'annulation de son livre dit effectivement qu'il y a une annulation du temps, mais vraiment au sein de la diégèse. Mais est-ce qu'elle parle précisément justement du rapport au temps historique? Est-ce que la série implique forcément par l'annulation du temps justement un rapport anhistorique en fait? Je suis pas sûre, parce que par exemple si on prend les James Bond ou ce genre de choses, il y a justement, je me demande s'il n'y a pas justement un rapport très fort de la série à l'actualité, justement, l'actualité vraiment au temps présent, plus qu'à l'absence oui, au présent vraiment d'actualité qu'à l'absence d'histoire. Oui, c'est un point effectivement judicieux. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que chez Anne Besson, quand même, son ouvrage s'appelle Cycle, enfin, est sous-titré Cycles et séries, et puis est fondé sur cette opposition entre cycles et séries, mais en fait est consacré beaucoup plus aux cycles qu'aux séries, en réalité. Et précisément, elle interprète les cycles, pour ainsi dire, avec la figure de la série comme, peut-être pas comme repoussoir, mais en tout cas comme contrepoint à l'arrière-plan, comme étant des formes consacrées à la totalisation historique et mémorielle, d'ailleurs, globalement. C'est-à-dire que le cycle, c'est la forme de la mise en ordre d'un temps. Alors là, il y a plusieurs points là-dessus qui sont évidemment qu'on pourrait commenter, mais elle ne dit pas explicitement, je crois, que la série est hors du temps, ou qu'elle nierait, disons, qu'elle est hors du temps, si, mais qu'elle nierait le rapport à un temps historique. Cela dit, l'exemple que vous donnez pour James Bond ne me paraît pas tout à fait probant de ce point de vue-là, parce que, justement, comme vous le dites, dans la série, ça va être un rapport à l'actualité. Et l'actualité, ce n'est pas exactement du temps historique. Je pense que là, il y a une différence. Si on préfère formuler les choses de manière moins diamétralement opposée, l'actualité, c'est un type très particulier de rapport à l'histoire qui ne correspond pas du tout au rapport, disons, séquentiel que vous auriez à l'histoire. Est-ce que je ne sais pas, dans ce cas-là, plus juste de dire que c'est pas une annulation du temps, mais plus un rapport au présent beaucoup plus fort que juste, je ne sais pas. Oui, ça peut tout à fait se défendre, le fait que c'est le rapport au présent qui est déterminant, notamment, ça serait très vrai aussi pour Arsène Lupin, parce que quand je parle de la guerre, par exemple,
la guerre, je veux dire la Première Guerre mondiale, quand Leblanc en fait un élément de la diégèse dans 813 ou dans Les Dents du Tigre, ce n'est pas pour restituer une chronologie de ce qui a mené à la guerre, pour restituer une situation de cette guerre dans l'histoire de France. Rien à voir avec ce que Dumas pouvait faire avec la Révolution française, par exemple. Il s'agissait de montrer comment la Révolution française venait de quelque chose. Elle était préparée par des tas d'événements. Dans le cas de la guerre de 14 chez Leblanc, au fond, Leblanc parle de la guerre de 14 parce que c'est difficile d'écrire un ouvrage en 1917 sans parler de la guerre de 14. Parce que c'est le sujet d'actualité. Et ça se vérifierait sans doute d'ailleurs sur des choses moins massives qu'une guerre mondiale, et ça se vérifierait sans doute sur des points plus précis, plus ponctuels, qui sont du fait aussi du mode de publication, qui est un mode de publication dans des journaux. Ça a été pas mal étudié, je pense d'ailleurs que vous avez dû en parler ou vous en parlerez dans le séminaire, sur le fait que les romans feuilletons sont publiés dans des journaux et donc sont dans un rapport de communication qu'on a longtemps ignoré entre la partie fictionnelle du journal et la partie réelle du journal. C'est que le roman entre dans un dialogue avec l'actualité. Il se présente parfois comme des articles, comme un faux article de journal, ce genre de choses. Donc, on a des faux articles de journaux dans le feuilleton qui font partie d'une fiction, et puis on a des vrais articles de journaux qui prennent parfois une forme un peu romancée dans le corps du journal. Alors il y a une sorte de porosité entre les deux. Mais ça correspond tout à fait à cette inscription dans l'actualité. Globalement, je crois qu'il ne faut pas trop forcer l'opposition, même si c'est un peu ce que j'ai fait pendant cette présentation. Mais je pense qu'il ne faut pas trop forcer l'opposition entre le sériel et le cyclique, ou entre le sériel et le séquentiel, dans la mesure où le sériel, c'est souvent du séquentiel dont l'aspect historique est peu marqué. C'est-à-dire que finalement, dès qu'on va retrouver un destin collectif, dès qu'on va retrouver des éléments thématiques sur le plan du contenu de l'histoire, dès qu'on va retrouver des éléments fortement marqués comme étant liés à l'histoire, liés à la collectivité, l'histoire va être beaucoup plus disponible pour être lue sur un mode séquentiel. Donc je crois que le sériel, en fait, à partir du moment où il lâche quelques informations pseudo-chronologiques, en fait, est déjà toujours en train de dériver vers le séquentiel. Et le sériel est peut-être moins, disons, une forme complètement autonome qui serait née pour s'opposer au cyclique, que comme une forme atténuée de la temporalité cyclique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des cycles, mais où on ne s'intéresse plus beaucoup au fait de raconter l'histoire de France règne par règne, comme Dumas, et où on a d'autres problèmes poétiques, du genre raconter des récits policiers, à partir de ce moment-là, la dimension historique s'étiole, et donc l'aspect temporel de ces récits commence à devenir plus anecdotique. Donc ils ne sont plus perçus comme étant insérés dans un grand flux chronologique. Donc le sériel est peut-être moins en opposition au cycle que un cas particulier d'atténuation de l'aspect temporel du cycle. Je suis pas sûre qu'on pourrait trouver de toute manière un exemple de sériel pur, vraiment pur. C'est-à-dire qu'à part cette nouvelle, par exemple, c'est La Perle Noire, où il n'y a aucune possibilité d'inscription chronologique, je suis pas sûre qu'on pourrait dire qu'effectivement c'est du sériel pur, et je cherche des exemples possibles. Moi-même, je ne suis pas spécialiste de littérature policière, donc ma culture n'est pas encyclopédique là-dessus. Mais j'imagine qu'en littérature policière de type roman à problème, roman à énigme du type Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc., on ferait une pêche loin d'être négligeable quand même. Cela dit, il y a des biographies de Sherlock Holmes, elles sont pleines de trous, de lacunes, de problèmes, mais d'un autre côté, les biographies de Rastignac ne sont pas parfaites non plus. Hercule Poirot, j'ai l'impression, a peu d'éléments chronologiques, mais à un moment, quand même, il prend sa retraite. Enfin, il prend théoriquement sa retraite, mais puisqu'il continue de résoudre le problème du meurtre de Roger Ackroyd, mais enfin, il n'empêche que dans le meurtre de Roger Ackroyd, il prend sa retraite.
Donc il est bien inscrit là aussi encore dans une chronologie. Donc il y a très souvent des éléments séquentiels dans des ensembles à dominante sérielle. Oui, à dominante sérielle. Je pense qu'on trouve quand même des cas de sériel pur, mais c'est vrai que par exemple, quand on regarde Edgar Poe, quand on regarde les nouvelles policières d'Edgar Poe qui mettent en scène Dupin, le chevalier Dupin, donc les modèles du genre, on peut les situer les unes par rapport aux autres, mais essentiellement parce que les nouvelles fonctionnent de manière cumulative, comme étant des surenchères l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que pour les lecteurs qui ont déjà lu, alors je ne sais plus dans quel ordre ça marche, pour les lecteurs qui ont déjà lu le meurtre de Marie Roget, le mystère de Marie Roget, alors la lettre volée sera en quelque sorte un pas de plus dans l'élaboration de ce genre de récit. Mais cette temporalité n'est pas transformatrice pour le chevalier Dupin. Dupin n'est pas transformé par le fait qu'il a déjà résolu le mystère de Marie Roget. Si on prend toutes les séries télé procédurales actuelles, c'est une série pure, il y a assez peu d'ancrage biographique du personnage. J'ai l'impression que la série télévisée se prête plus au sériel pur, peut-être. C'est l'impression que j'ai après de ma propre consommation de séries. J'ai l'impression que ça s'y prête mieux. Alors moi je connais peu de séries policières du type Case of the Week, donc avec vraiment un effet où chaque épisode propose une intrigue complètement close, mais très souvent, et c'est Anne Besson qui le fait remarquer, je pense qu'on le constate tous quand même dans notre consommation quotidienne, disons, mensuelle de séries. Quotidienne, c'est quand même beaucoup. Dans notre consommation de séries, il me semble qu'on voit très souvent un double niveau. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue close, mais en même temps, il y a quand même quelques éléments qui permettent justement de voir que les enquêteurs sympathisent de plus en plus, ont une petite romance entre le brigadier et voilà, pour ce genre de truc. Et puis ces choses vont permettre de restituer alors une fausse chronologie peut-être, mais ça reste léger, mais c'est là quand même. Et donc c'est pas un cas pur. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des gens qui regardent ces séries aussi. Enfin, je pense que nous regardons tous ce genre de séries, en fait, en étant légèrement intrigués par aussi l'histoire d'amour qui se passe dans le commissariat ou la manière dont le personnage va résoudre, je ne sais pas moi, son problème avec son ex-femme ou ce genre de choses. C'est-à-dire ces problèmes personnels des personnages jouent aussi un rôle d'attachement très fort aux intrigues. Et donc en fait ce côté feuilletonnant est quand même assez souvent utilisé justement pour fidéliser aussi. Donc d'un côté c'est très factice, de l'autre côté c'est quand même bien là. Et je crois que c'est un peu toujours le cas où on se trouve, c'est-à-dire ce que Anne Besson appelle là pour le coup dans ce cas-là des séries mixtes. Qui semble être maintenant une des dominantes. Un exemple qui fonctionne très bien de ce point de vue-là, c'est Dr House, où la première saison entière, c'est une succession de cas isolés où il n'y a aucun lien entre les épisodes, pas même dans les relations entre les personnages principaux. Et c'est à partir de la suite qu'ils essaiment d'un épisode à l'autre. Donc on a une histoire très ponctuelle, amoureuse, qui prend toute une saison pour arriver à sa conclusion, parce que petite touche par petite touche, ça avance très lentement. Et il y a 2-3 très gros repères chronologiques. Dr House doit changer d'équipe, donc il y a une ancienne équipe versus nouvelle équipe qui crée une espèce de moment un tournant chronologique, mais à part ça, il y a une espèce de suspension dans l'air. On pourrait regarder la série dans n'importe quel ordre, puisque de toute façon, même s'il y a des semblants d'intrigue, les relations entre les personnages sont toujours les mêmes. Enfin, ça fonctionne assez bien, il me semble, même si on s'éloigne un peu du policier. Oui, je crois même que beaucoup de séries fonctionnent comme ça aussi, en commençant effectivement sériel, avant ensuite de devenir plus suivi. C'est le cas aussi d'Harry Potter. Les romans de Harry Potter, ça commence par être des intrigues très closes sur elles-mêmes, où Harry Potter triomphe d'un avatar du grand personnage maléfique Voldemort, et puis au bout d'un moment, les intrigues se connectent. À partir de la moitié à peu près, les intrigues se connectent et deviennent non plus un modèle
alors pour le coup de suite, mais un modèle carrément de roman fleuve. On ne peut plus lire les épisodes indépendamment à la fin. Si on commence par l'épisode 6, c'est fichu. Ce qui a posé un gros problème lors des adaptations au cinéma d'ailleurs, qui avait commencé à peu près avant que les choses ne se réunissent, et ce qui fait qu'ils ont de mémoire supprimé beaucoup d'éléments dans les 3-4 premiers films, qui étaient qui nécessaires étaient en fait absolument cruciaux pour la suite. Je trouve que tout n'était pas quand même très programmé là. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui? J'ai plein de questions. Mais allez-y. Si d'autres personnes vous avez utilisé le terme de gesta, donc j'imagine qu'il y aura un rapport à l'épopée. Lequel est-il? Et même, vous parliez beaucoup de communauté, de rapport à la collectivité, mais j'imagine qu'il va y avoir voilà, un souffle épique, quelque chose que je ne connais pas très bien. Oui, il y a une dimension épique, je pense. Alors elle est parfois un peu, elle manque parfois de finesse, on peut le dire. Je vais essayer de retrouver une citation qui aurait été dans ce sens. Par exemple, dans l'Aiguille creuse, c'est assez net, hein, la manière dont Lupin se place dans la succession dynastique finalement des rois de France. Au fond, il hérite de ce trésor des rois de France, il est un roi. Alors là, j'ai pas le roman sur moi, mais vous avez des longues tirades à la fin du roman. Au moment justement où ce mystère est révélé, où donc on comprend l'ampleur du personnage, Lupin prend une dimension surhumaine. Donc souvent l'aspect épique est obtenu par cet aspect surhumain. Donc Lupin, en fait, règne sur le monde, au fond, par cette forteresse, il est imprenable, il est comme un roi, il est comme... Voilà, vous avez ce genre de développement qui, nous, je crois, n'est pas du tout ce qui nous plaît le plus spontanément dans Arsène Lupin. Enfin, je crois que le lectorat d'Arsène Lupin attend plutôt la virtuosité du cambrioleur et la vivacité de ses réparties. Alors qu'en fait, il y a toute cette dimension de surhumanité un peu inquiétante, qui est parfois d'ailleurs présente également dans la manière dont visuellement le personnage est représenté dans les couvertures, hein, qui est quelque chose d'un peu effrayant, d'un peu noir. Donc il y a une puissance de Lupin qui est vraiment très importante pour le personnage. Ça le met du côté de l'épique. Je pense que il y a également ce rapport effectivement à l'histoire et au collectif. C'est-à-dire que s'il est surhumain, c'est en quelque sorte parce qu'il incarne la France. Alors c'est très net dans ses oppositions avec Herlock Sholmès, son alter ego et rival anglais. C'est net aussi dans 813, quand il se trouve à finalement négocier avec l'empereur d'Allemagne au nom de la France. Donc un peu d'ailleurs comme Chicot dans La Dame de Montsoreau de Dumas, dans Les 45 de Dumas, donc dans la trilogie des guerres de religion de Dumas, ou dans même D'Artagnan et les Mousquetaires dans la trilogie des Mousquetaires. Un peu de cette manière-là, un personnage fictif se trouve à négocier avec les grands de ce monde et à agir de manière décisive sur les grands de ce monde. Donc ça leur donne un destin qui est plus que individuel, qui est pleinement historique et qui fait d'eux des incarnations du destin de la collectivité. Donc je pense que ça va dans le domaine de l'épique. Très souvent, globalement, mais ça déborde un peu le cas d'Arsène Lupin, mais enfin, c'est une de mes thèses même, c'est que les séries et les cycles, enfin tous les ensembles romanesques tendent à avoir une dimension épique. Par la masse de textes, mais aussi par l'ampleur qu'ils donnent du coup au monde qu'ils représentent, par la proposition sinon d'une cohérence, au moins d'une mise en connexion généralisée de tout un ensemble d'événements, notamment dans la relation à l'histoire. Je vois là beaucoup la séance de la semaine dernière en fait, sur cette histoire de la surhumanité, du lien avec l'histoire, il y avait comme ça tout, disons un contexte commun d'émergence qui se dessinait, dont Arsène Lupin était un des initiateurs.
peut-être on a le temps pour une dernière question rapide, puisque je veux que vous puissiez partir à l'heure, puisque C'est gentil. vous en aviez Parce qu'en plus, besoin. moi, je vais oublier parce que Ça va, je perdre suis dans là mes pour réponses. surveiller ça. Est-ce que vous auriez une dernière question rapide? Oui. Juste une petite question. Vous avez parlé sur le rapport de ces énigmes historiques avec le Pays de Caux. Je voulais savoir s'il existe vraiment un rapport sur les énigmes que choisit Maurice Leblanc pour résoudre par Lupin, ou non, simplement c'est la grandeur, c'est de montrer la grandeur de Lupin à résoudre les énigmes les plus grandes, les plus grandioses de l'histoire de la France. Est-ce que ces énigmes ont un lien entre elles? Non, entre le Pays de Caux, vraiment, est-ce qu'il se rapproche vraiment du Pays de Caux ou pas? C'est simplement. Les lieux du Pays de Caux sont importants, surtout dans la comtesse de Cagliostro et l'Aiguille Creuse. Non, je dirais pas que il n'y a pas de... C'est d'ailleurs une faiblesse de ce propos, enfin, il saute aux yeux que le Pays de Caux est choisi beaucoup trop arbitrairement, mais ça c'est un jugement de valeur, mais que je me permets quand même. C'est que ça a quelque chose de très restreint comme univers, et donc Lupin d'ailleurs s'écrit, donc Leblanc en fait transpose cet arbitraire sur son personnage et essaye de le compenser par les déclarations de son personnage. Donc quand au début de la Bariva aussi se passe dans le Pays de Caux, le Victor Béchou, donc le collaborateur et faire-valoir de Lupin, lui dit « Ah, je suis à la Bariva, est-ce que tu connais ?» Et Lupin dit « Mais bien sûr, je ne connais que ça, c'est le Pays de Caux, c'est toute l'histoire de France. » Mais en fait, bon voilà, c'est quand même un peu creux comme affirmation. Par contre, je pense que c'est important que pour Leblanc, ça renvoie à sa mémoire personnelle. Je pense qu'il y a aussi un effet de concentration qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire le fait de dire que tout cela se passe dans le même endroit donne plus de, sinon de cohérence, au moins de poids à ce monde fictif. C'est-à-dire, finalement, ce Pays de Caux finit quand même par être une zone sensible dans l'imaginaire du lecteur et quelque chose donc qui va pouvoir fonctionner pas simplement comme un lieu arbitraire où sont situées les énigmes, parce qu'elles pourraient être situées n'importe où, en Dordogne ou en Provence, mais le fait de les situer tout au même endroit finit par créer un effet peut-être plus épique pour le coup. C'est-à-dire qu'un ancrage dans un territoire national, donc une manière de présentation en petit du territoire national, une version réduite du territoire national qui permet de le rendre sensible pour l'imagination. À propos de l'aspect épique, je me permets quand même de faire de la pub pour mon propre ouvrage, qui est dans la bibliographie, puisque cette question de l'épopée y est abordée voilà, à plusieurs reprises. Mais pas beaucoup à propos de Lupin, mais à propos des cycles romanesques en général. Bon, ben, merci beaucoup, on va vous laisser partir à l'heure. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la littérature populaire, si vous voulez venir la semaine prochaine avec Jacques Ngozi, je suis sûre que ce sera à nouveau très instructif. Et puis merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous juste de m'avoir proposé de parler. Et puis merci à tout le monde pour vos questions et discussions.